Malheureusement, j'ai dû faire les erreurs pour ensuite me rendre compte que il y avait un truc qui clochait et que en fait, on s'improvise pas marathonien et que c'est un tout petit peu plus compliqué que juste tu mets une paire de baskets, n'importe quelle basket que tu trouves chez toi dans ton placard d'ailleurs, et puis tu sors courir, tu vois. Et tous les jours, tu augmentes un peu la distance et puis un jour, tu auras fait 42 km et tu seras marathonienne. En fait, c'est plus complexe que ça. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que j'ai dû passer par la case échec. Et là, le speaker appelle mon nom et tout. Et là, je me suis rendu compte que... ah ouais. En fait, ça fait... à l'époque, ça faisait 1 an et demi que je faisais du triathlon. À peine plus d'1 an, en fait, que je faisais du triathlon en compétition. Et j'allais à Hawaï. Et je me suis dit, mais c'est irréel. C'est complètement irréel. Tu as de nouveau récupéré ton cycle menstruel. Tous les voyants sont au vert. Enfin, vraiment, même ça se voit que tu es dans un mindset qui va te permettre de réussir. Mais il faudra toujours que tu sois vigilante au fait de ne pas en faire trop par rapport à ce dont ton corps est capable. Avant de démarrer ce nouvel épisode, on a une invitation spéciale pour vous. Je vous invite à nous rejoindre sur devenirtriathlète.com. Vous allez y retrouver tous les épisodes, mais aussi des conseils, des guides, des ressources et des outils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. Et on mettra tout ça à jour chaque semaine. Allez, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et d'ici là, bonne écoute de ce nouvel épisode. Salut les sportifs, c'est Hermano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, on va innover un petit peu, on va faire pas que de parler de triathlon, alors si évidemment avec notre invité, mais je vous propose aussi un épisode un peu crossover. J'ai invité une autre productrice d'un autre podcast à venir avec moi sur le podcast pour échanger, pour co-animer cet épisode et puis aussi pour la mettre un petit peu en avant, son superbe podcast qui a un sujet assez proche de l'autre podcast que je produis qui s'appelle Dans les vestiaires. Enfin bref, allez, on arrête de palabrer. Déjà, je te présente toi, ma co-animatrice du jour, Romane Delay, et puis mon invité du jour, Esté Chiara Larivière. On reste sur Esté aujourd'hui, mais juste pour la présentation, je donne le prénom complet. Ça marche ? Ça me va très bien. Bonjour mesdames. Salut à toi Hermano et Esté, bonjour. Salut Hermano. On redit bonjour, on s'est dit bonjour en off, mais on peut redire bonjour pour le public. Exactement, il faut faire bonne figure, donc on dit bonjour. Esté, je te propose que on donne peut-être déjà un petit peu la parole à Romane pour qu'elle nous parle d'elle, qu'elle se présente, qu'elle parle de son podcast, et puis après on rentrera dans le vif du sujet avec toi, et là on va parler triathlon, femmes dans le triathlon, et puis parfois difficultés que rencontrent les femmes dans le triathlon, et notamment celles qui s'entraînent peut-être un petit peu trop, mais ce sera le sujet du jour. Du coup Romane, je t'en prie, lance-toi. Ouais, écoute, merci déjà pour l'invitation. C'est inédit pour moi de faire, je pense que c'est mon premier crossover. Donc c'est super chouette, merci beaucoup pour l'opportunité. Et donc mon podcast qui s'appelle Double Casquette, justement pour mettre en lumière en fait les athlètes qui mènent un peu une double vie, qui sont souvent peu médiatisés parce qu'ils sont aussi amateurs. Donc voilà, qui compte aujourd'hui un peu plus de 20 épisodes. Et voilà, donc c'est vrai qu'on a plein de points communs sur nos podcasts. Que dire d'autre ? Voilà, moi ça me tenait à cœur de lancer ce podcast parce que justement le sport pour moi c'est toute ma vie et en fait je pense que j'ai pas assez mis moi ma casquette de sportive en avant dans mes autres vies perso et professionnelles et du coup je voulais mettre ça en avant chez les autres athlètes. Toi justement tu dis que t'as pas mis assez en avant ta casquette de sportive. T'es sportive depuis quand ? Depuis toujours ? Quel sport ? Enfin, quelle est un peu ton histoire avec le sport ? Alors moi j'ai 2 parents sportifs, coach de tennis. Donc je suis née dans le tennis. Mon frère et moi on est tous les deux nés dans le tennis. Donc j'ai commencé le tennis je pense dès que t'es assez habile pour retenir une raquette, quoi. Et donc, j'ai fait plein d'autres sports, ceci dit, ou plein d'autres activités même, mais le tennis, ça a vraiment été mon sport phare que j'ai pratiqué en compétition. Et je suis partie aux États-Unis. J'ai eu cette opportunité, donc j'ai été boursière pour jouer dans une équipe américaine. Et c'est cette étape-là de ma vie, on va dire, qui se rapprochait le plus du haut niveau. Et que souvent, je dis que je la mets pas assez en avant parce que c'est quand même une expérience particulière et les gens qui ne connaissent pas, j'étale pas cette partie-là de moi. Quand on parle comme ça, je fais rarement des monologues. Donc, c'est pour ça que des fois, j'ai peut-être pas assez mis ça en avant et toutes les qualités Mais je crois que tu en as interviewé des sportifs aussi, Hermano, qui sont partis aux États-Unis dans d'autres sports. Donc,
Donc tu vois peut-être un peu de quoi je parle. Ouais, je vois très bien de quoi tu parles. J'en ai eu quelques-uns sur ce podcast Devenir triathlète. J'en ai eu d'autres sur le podcast Dans les vestiaires, d'autres sur d'anciens podcasts que j'ai arrêtés depuis. C'est sûr que c'est des chances et c'est des choses à mettre en avant. Que tu finisses entre guillemets sportive ou sportif de haut niveau ou pas, parce que finalement tu vis un peu cette vie de sportif de haut niveau, parce que le sport aux États-Unis c'est bien plus légion qu'en France, et surtout quand on intègre une université, un campus, je pense que c'est une expérience hors du commun. Ah oui, totalement, mais de tous les points de vue. Enfin, c'est très exigeant, il y a beaucoup de reconnaissance, et puis on est traité comme des athlètes de haut niveau, hein, dans le sens où on a accès à des infrastructures incroyables, on a accès à un corps médical 24 heures sur 24, on a des dotations pour ma part de raquettes, de chaussures, de vêtements. Enfin, c'est vraiment, on est traité comme des pros, quoi. Il se passe quoi quand on revient à la vie réelle, entre guillemets, en France, et qu'on perd ce statut, pour ainsi dire? Alors moi, je l'ai pas très bien vécu parce que j'ai développé un petit côté de ma personnalité assez américain. Et en fait, quand je suis revenue en France, j'ai eu un petit choc culturel, et c'est pour ça, Esté, que je suis partie vivre à Londres, en fait. Juste après, donc je suis restée, j'ai fait un an d'études en France et je suis partie vers Londres. J'avais besoin de m'expatrier à nouveau dans un pays anglo-saxon. Superbe transition. Je propose que du coup on passe le micro à Esté, notre invitée du jour. Esté, bonjour. Rebonjour Hermano, bonjour Roxane, bonjour à tous les auditeurs. Déjà merci beaucoup pour l'invitation, et c'est tout aussi inédit pour moi que ça l'est pour Roxane, dans le sens où c'est la première fois que je suis invitée dans un podcast, donc voilà, c'est presque émouvant, je dirais. C'est Romane, mais c'est pas grave, ça se joue juste à une lettre. Voilà, donc petite dédicace à ma copine Roxane. Je pense que j'ai dû faire un mix des deux. Mes excuses, et voilà, ça doit être le stress. Peut-être qu'un jour, Esté, Romane et Roxane se rencontreront. Vous parlerez sport, vous parlerez double casquette, vous parlerez de plein de choses, mais peut-être c'est une des choses à grande faire. marathonienne en plus, donc on aura plein de choses à se raconter. Bon, Romane. Esté, pour le coup, voilà, maintenant je suis complètement perdu. Hein, quand on sera 4 ou 5 autour des micros, ce sera compliqué. Ce sera plus compliqué, ouais. Quand on fera des événements en live, ce sera compliqué, ouais. Du coup, Esté, je te propose, toi aussi, de te présenter, de nous en dire plus sur toi, ta vie de sportif, ta découverte de la vie sportive, et puis, Romane l'a dit, et non pas Roxane, tu es à Londres. Peut-être que tu pourras nous dire aussi pourquoi à Londres. Enfin, voilà. Je te laisse faire un petit peu le melting pot, choisir les sujets que tu veux aborder, puis si tu les abordes pas tous, on te posera plein de questions. Avec grand plaisir. Donc je m'appelle Esté, j'ai 31 ans. Je suis triathlète. Ça me prend beaucoup de temps. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, parce que je me spécialise plutôt sur le longue distance en triathlon. Mais je suis très 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 loin d'être professionnelle. Je suis vraiment je suis triathlète amateur, triathlète passionné. Et ça fait, je pense que j'ai commencé le triathlon. J'ai dû commencer à m'entraîner en triathlon, parce qu'il y a une différence entre juste s'entraîner dans les 3 disciplines et ensuite commencer à faire de la compétition. Vers 2019-2020, j'ai commencé à m'entraîner, à faire les 3 disciplines. Donc c'est tout récent pour moi le triathlon, mais j'ai toujours été assez sportive, on va dire. Je pense que mon premier sport, mon sport de cœur, et je sais que tu en as interviewé sur le podcast Hermano, c'était l'équitation. Donc j'ai commencé à monter à cheval, enfin à poney, à l'âge de 3 ans. J'ai jamais arrêté, c'est encore quelque chose que je pratique aujourd'hui, beaucoup beaucoup moins qu'avant. Mais j'en ai fait à relativement bon niveau. Je pense jusqu'en 2009. Il y a un petit parallèle, je pense, qui est intéressant, et je m'en suis rendu compte en réfléchissant ce matin au podcast qu'on avait enregistré aujourd'hui. C'est que dans le triathlon, tu as plusieurs disciplines, et moi, ma discipline de cœur, c'est ce qu'on appelle le concours complet. Et pour ceux qui connaissent pas le monde de l'équitation, le concours complet, en fait, c'est 3 disciplines équestres qu'on fait les unes après les autres, enchaînées. Donc voilà, et je me suis rendu compte ce matin en y réfléchissant qu'il y avait un petit parallèle peut-être avec le triathlon, où on enchaîne aussi 3 disciplines. Donc voilà, pour la petite anecdote.
Ouais, et puis en triathlon, tu montes aussi sur une monture pour l'épreuve de vélo. Bon, elle est pas exactement t'as un peu moins besoin de la dresser, quoique, mais il y a un autre parallèle. Quoique, ouais, dans les descentes techniques, je sais pas trop. Mais oui, c'est vrai, il y a un petit parallèle là. Il y a aussi le parallèle avec tout le côté matériel, équipement, et voilà, un paquet de connaissances autres que juste vraiment autour de ta pratique corporelle de la discipline. Enfin, il y a tout un autre aspect aussi. Donc voilà, il y a pas mal de parallèles là-dedans. Donc j'ai fait l'équitation à relativement bon niveau jusqu'à ce que j'ai un gros accident à cheval. Donc je me suis retrouvée à l'hôpital, j'ai eu une fracture rénale. Donc c'est quand même quelque chose qui est relativement, enfin c'est un organe qui est touché, donc c'était pas non plus juste une petite chute parce que on a l'habitude quand on monte à cheval de se taper des gamelles. Et ça m'a permis au moins de sortir un petit peu la tête de ce milieu-là et de réfléchir à ce que je voulais en faire. Je me suis posé la question pendant un petit moment de est-ce que je voulais me professionnaliser. Et il y a eu un moment un petit peu pivot, entre guillemets, où dans les études, on est obligé de choisir entre est-ce que je veux un parcours académique entre guillemets classique, donc collège, lycée, université ou grande école ou que sais-je, ou est-ce qu'on veut vraiment se dédier davantage à sa pratique sportive. Et donc en France en général, parce que j'ai grandi en France, ça passe par tout ce qui est sport-études, entre autres. Et j'ai réfléchi à est-ce que je voulais faire ça professionnellement, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais pas nécessairement envie de faire de ma passion mon métier et de devenir un petit peu esclave de cette passion-là, et que potentiellement le côté passion se perde un petit peu. Alors je sais pas, peut-être, si ça se trouve, j'aurais jamais perdu la passion en faisant mon métier, mais voilà, je voulais pas en devenir esclave. Et j'ai un contexte familial, je pense aussi, qui fait que le côté académique, c'était peut-être un petit peu plus la voie normale, on va dire, à suivre. Donc j'ai décidé de faire moins d'équitation, de me consacrer à mes études. Voilà, j'ai fait des études de droit, plutôt spécialisées dans le droit international européen, les relations internationales. Je me destinais plutôt d'abord à des carrières dans le milieu de la diplomatie, et je me suis rendu compte, en fait, à l'issue de mes 5 ans d'études de droit, que c'était quelque chose pareil qui me passionnait, mais dont j'avais pas nécessairement envie d'en faire mon métier. Et donc il y a de nouveau un petit, les cycles se répètent. Et je me suis rendu compte que avoir une double casquette, c'était potentiellement quelque chose qui me plairait peut-être. Et donc j'ai décidé, après mon master en droit, de faire un autre master, parce qu'un master c'est pas suffisant. Et donc j'ai intégré l'ESCP, qui est une école de commerce à Paris. Et donc voilà, j'ai fait un master en marketing à l'ESCP, ce qui m'a donné un profil un petit peu... alors, à l'époque, je dis ça comme si j'étais vieille, mais bon, il y a 5 ans ou 7 ans, c'était quelque chose qui était un petit peu différent. Maintenant, des doubles profils comme ça, on en a de plus en plus, c'est de plus en plus recherché. Mais voilà, le côté juridique et commercial, c'est quelque chose qui me correspondait bien. Et à l'issue de l'ESCP, j'ai décroché tout de suite un stage, en fait, dans chez un géant de la tech. J'y suis encore. Ça m'a fait voyager. Je suis allée à Dublin, San Francisco, à Londres, et voilà, pour atterrir, entre guillemets, professionnellement à Londres, en tout cas pour le moment. Voilà. Tu as l'air d'avoir une personnalité de curieuse. Quand tu dis ce cycle qui se répète, d'éviter un peu d'aller vers la passion, je pense que du coup, tu es assez curieuse pour aller justement te découvrir d'autres passions, en fait, à chaque fois, non ? Ouais, exact. Je pense qu'il y a une part de ça. Il y a aussi une part d'être éternellement, pas insatisfaite, mais... ouais, de vouloir apprendre d'autres choses. Donc ouais, je pense que tu as raison. Et comment t'arrives au triathlon, finalement ? Comment est-ce que tu passes de l'équitation à rien ? Tu continues peut-être à faire du sport, mais quand t'es presque à haut niveau en équitation et que tu passes à autre chose tout doucement, on peut considérer que c'est rien. Donc comment tu passes de l'équitation à rien au triathlon ? Alors, déjà, est-ce que tu as le temps ? Parce que c'est une histoire qui est assez longue. On a 4 heures. Roman, c'est bon pour toi ? C'est bon. Alors justement, c'est intéressant que tu me poses la question. Je suis pas exactement passée de l'équitation à rien au triathlon longue distance. C'est plutôt que quand j'ai arrêté de faire de l'équitation, quand je suis arrivée à la fac, j'ai fait un petit peu comme vous êtes plein de gens à l'époque. J'ai l'impression que c'était la mode. Tout le monde allait à la salle de sport. Tu vois, c'était vraiment sur les réseaux sociaux, c'était l'essor de toutes les fit girls, tu vois, je sais pas, des personnalités qui aujourd'hui sont extrêmement connues, comme Thibaut InShape, par exemple, qui commençaient à se lancer. Et il y a eu tout je sais pas,
ça me semble un peu péjoratif de dire une mode, mais bon, on va dire une sorte de mode comme ça du fitness qui a commencé. Une tendance. Qui va avec l'arrivée des réseaux sociaux en même temps. Si on fait le calcul, ça va ensemble. Exact. Et j'étais pile dans cette tranche d'âge et cette cible, entre guillemets, de population. Et ayant toujours été quand même assez sportive, alors j'ai fait de l'équitation, mais j'ai aussi fait plein d'autres trucs, un peu touche à tout. Je pense que mes parents m'ont encouragée à essayer plein de choses, de l'athlétisme, du judo, du kayak, enfin plein de choses. Malheureusement, pas de la natation, on y reviendra plus tard, mais voilà. Et donc quand j'ai arrêté l'équitation à ce niveau-là, je continuais à en faire, mais il fallait que je trouve autre chose qui était moins chronophage et qui était moins strict dans les horaires, les entraînements, etc., que je pouvais faire un petit peu en autonomie. Et du coup, je me suis inscrite dans une salle de sport. Et puis, j'ai commencé à y aller 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, puis tous les jours, puis parfois 2 fois dans la journée. Et T'as raison. Moins chronophage et moins strict. Ok, ouais. Ok. Non, mais dans le sens où je pouvais y aller vraiment quand moi, ça m'arrangeait. Mais voilà, j'ai une personnalité où je pense que quand je me lance dans un truc, je le fais à fond, en fait. Et j'ai du mal à me restreindre. J'ai du mal à faire... les choses un petit peu, pas à moitié, mais ouais, à moitié. En gros, quand je fais un truc, je m'investis à 200%, ce qui parfois est très bien et parfois moins bien. Et c'est justement comme ça que j'ai commencé le triathlon, parce que à force de faire de la salle de sport, du fitness, un petit peu d'haltéro, et à force de trop en faire et à force de baigner dans ce milieu-là, ça a commencé à avoir un impact négatif, je pense, sur mon état d'esprit. Faut savoir que on va appeler ça le milieu du body, entre guillemets, c'est un milieu dans lequel, surtout pour les femmes, c'est extrêmement exigeant. L'objectif étant d'être toujours assez musclé, une masse grasse, un taux de masse grasse très bas, ce qui pour une femme n'est pas forcément gage de bonne santé. Quand on se balade à l'année à des pourcentages de masse grasse inférieurs à 10% pour une femme, hormonalement, c'est pas une bonne idée. On peut faire ça de façon ponctuelle, éventuellement pour certaines compétitions, sauf que moi, le faisant à 2000%, je voyais pas du tout ça comme étant ponctuel. Et je pense que j'en ai fait trop. J'en ai fait trop au niveau sport, j'en faisais pas assez au niveau alimentation, et le cumul des deux a fait que je me suis retrouvée physiquement à ne pas être en bonne santé. Mais mentalement non plus, en fait. Enfin, voilà, mentalement c'était pas beaucoup mieux. Et quelques années après, plus le temps passait, en fait, et j'étais comme dans une espèce de spirale descendante, une pente très très glissante, et je me suis rendu compte un jour que si je mettais pas un terme à cette pratique sportive là, ça n'allait faire que de s'empirer. Et que donc il fallait que je trouve une autre façon de me challenger. Et je pense que j'ai gagné aussi en maturité en me rendant compte que dans ce milieu-là... Alors moi, je faisais pas de compétition de bodybuilding, parce que je trouvais que c'était un petit peu rabaissant pour les femmes, dans le sens où, en fin de compte, c'est quand même des nanas en bikini qui passent sur une estrade, qui tendent les fesses et qui se font juger par un panel de 5 hommes, en général, et qui se font juger, attribuer une note de 1 à 10 sur leur aspect physique pendant 3 secondes, un instant T, et c'est pas du tout représentatif du travail qu'il y a derrière. C'est pas, enfin voilà, je sais pas, il y avait un aspect que je trouvais assez malsain, ou en tout cas parce que je veux pas critiquer les gens qui font ça, et je pense qu'il y a des très belles personnes qui en font, mais moi je trouvais que il devait nécessairement, enfin c'était pas possible que le sport se résume à ça, et il devait y avoir un autre moyen de célébrer ce que pouvait faire le corps humain. Je fais juste une petite pause avant que tu switches sur le triathlon, justement. Est-ce que tu penses que tu étais un peu tombé aussi dans la bigorexie? Donc pour ceux qui connaissent pas la bigorexie, mot très savant, qui en gros veut dire l'addiction au sport. Il faut en faire plus, toujours plus, parce qu'on a toujours l'impression qu'on va régresser, et on continue systématiquement à en faire plus d'une certaine manière, mais en tout cas à ne jamais s'arrêter, ne jamais prendre de pause. Et là, on commence à rentrer dans un cercle non plus vertueux, mais vicieux de il faut que je fasse du sport, il faut absolument que je fasse, il faut que je m'entraîne. Et puis, on commence aussi à se mettre des œillères sur l'alimentation, sur le sommeil, sur le reste de la vie active qu'on peut avoir. Je sais pas si je le conscientisais à ce moment-là, mais en prenant du recul, oui, sûrement. Je pense que comme dit, j'en faisais trop d'un point de vue du sport, et j'en faisais pas assez d'un point de vue du reste de ma santé, globalement. Après, ça a jamais vraiment été au détriment, par exemple, de ma vie sociale ou quoi que ce soit, parce qu'en fait,
À la fac, j'avais quand même mes amis de la fac. Certains faisaient du sport, d'autres non. Certains faisaient d'autres types de sport. Et j'avais mes amis à la salle de sport. Donc ça a jamais été au détriment de ma vie sociale. Mais oui, je pense que pour répondre à ta question, si c'est une réponse en oui ou en non, je pense que oui. Ouais. Il n'y a jamais aucune réponse en oui ou non, c'est toujours un peu mitigé, mais voilà, c'était aussi pour savoir, avec le recul, est-ce que tu te serais défini à ce moment-là, au-delà d'être dans une spirale descendante, peut-être dans des conduites à risque ou dans des... Oui, je pense. Dans une forme de bigorexie. Oui, je pense. Alors, il y a aussi un côté où à l'époque, j'étais peut-être pas forcément aussi bien renseignée que je le suis aujourd'hui sur les travers de ce type de comportement. Aujourd'hui, je pense que j'ai pris un petit peu en maturité. Je me suis énormément renseignée aussi sur la question. Donc maintenant, je vois un petit peu les erreurs que je faisais. C'est vrai que je m'en rendais pas nécessairement compte à ce point à l'époque. Mais oui, je pense, oui. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à un moment, je me suis dit, il faut que je trouve une autre façon de célébrer ce que peut faire le corps humain, qui n'est pas basée sur le côté aspect physique, mais plutôt sur la performance, mais pas nécessairement performance dans le sens vouloir être le meilleur ou la meilleure ou quoi que ce soit, mais plus dans le sens de qu'est-ce que mon corps est capable de faire, pas seulement à quoi mon corps est capable à quoi est-ce que je peux faire ressembler mon corps. Et il me fallait vraiment un challenge. Et donc je me suis dit bon, il faut que je trouve un sport qui soit un petit peu plus axé sur le côté performance. Qu'est-ce que je peux faire? Et là je me suis dit bon, qu'est-ce que je trouve vraiment difficile de tous les sports que je connais? Qu'est-ce que je trouve difficile? Qu'est-ce que j'aime pas spécialement? Qu'est-ce qui va vraiment être un gros challenge pour moi? Et à l'époque, tu aurais pu demander à n'importe qui me connaissait et tout le monde aurait dit oh c'est facile, la course à pied, elle déteste courir, elle est pas spécialement endurante, essoufflée en montant les escaliers, enfin c'est vraiment la course à pied, c'est pas son truc quoi. Et donc je me suis dit ok, on va prendre la course à pied. Et au sein de la course à pied, qu'est-ce que je connais comme challenge, qu'est-ce qui est le plus gros challenge qu'on puisse se lancer en course à pied? Alors à l'époque, moi, je savais même pas que ça existait les ultras. Okay, donc pour moi, la plus longue distance qu'on pouvait faire en course à pied, c'était le marathon. Et donc je me suis dit, banco, je vais faire un marathon. Et j'ai conscience que c'est un peu, c'est spécial comme façon de voir les choses. Mais donc je me suis dit, et j'ai trouvé mon objectif, je vais faire un marathon. Et donc j'ai commencé à m'entraîner. Évidemment, j'ai fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Si tu me fais une liste de toutes les erreurs, je coche toutes les cases, je les ai toutes faites. Évidemment que je me suis blessée, parce que évidemment, je me suis lancée dans une prépa marathon, j'avais jamais couru de ma vie, j'avais pas de coach, j'avais pas de plan d'entraînement. Je me suis dit, je vais courir... J'avais la sagesse de pas me dire de courir tous les jours, c'est déjà ça, mais un jour sur 2. Et donc j'ai commencé à courir un jour sur 2. Mais j'ai commencé, j'avais même pas de chaussures de course à pied. Enfin, je veux dire, je courais avec mes chaussures de salle, et puis voilà, et advienne que pourra. Alors forcément, je me suis fait mal. C'est marrant parce que je te coupe, je rebondis du coup sur l'étape d'avant, parce que où tu disais justement que tu voulais changer et aller plus vers le côté performance, parce que justement, ça avait affecté ta santé mentale, physique, enfin tout ça, et que tu voulais changer. Et t'as même utilisé des mots, tu vois, t'as l'air d'avoir des connaissances sur la masse graisseuse, les hormones, etc. Est-ce que c'est dans cette transition où tu t'es dit, je vais aller vers un côté plus challengeant, vers la performance, que tu t'es renseigné, ou finalement, là, t'étais en train de nous parler de tes erreurs, ou il fallait encore quand même que tu te plantes, entre guillemets, pour vraiment te dire, je vais, ça y est, je vais me poser, je vais apprendre, aller chercher des ressources? Ouais, je pense que malheureusement, j'ai dû faire les erreurs pour ensuite me rendre compte que il y avait un truc qui clochait et que en fait, on s'improvise pas marathonien et que c'est un tout petit peu plus compliqué que juste tu mets une paire de baskets, n'importe quelle basket que tu trouves chez toi dans ton placard d'ailleurs, et puis tu sors courir, tu vois. Et tous les jours, tu augmentes un peu la distance et puis un jour, tu auras fait 42 km et tu seras marathonienne. En fait, c'est plus complexe que ça. Donc pour répondre à ta question, oui, je pense que j'ai dû passer par la case échec. Mais c'était pas des gros échecs. C'était un petit syndrome de l'essuie-glace, c'était une petite tendinite, c'était un petit truc, donc rien de catastrophique. Mais il y a plus simple comme échec. T'aurais pu juste aligner sur une course et pas aller au bout. C'est quand même plus facile et moins traumatisant pour le corps que des échecs qui sont synonymes de blessures finalement. C'est vrai. Mais donc je me suis dit moi je savais, en fait vraiment à l'époque je savais, mais j'étais en termes de sport d'endurance et de course à pied, j'étais inculte. C'est pas des sports que pratiquaient mes parents. J'ai pas de frères et sœurs et aucun de mes amis faisait des sports d'endurance. Donc vraiment moi
Je connaissais pas du tout. Et donc, j'ai regardé un peu j'avais entendu parler du marathon de Paris. Je savais qu'il y avait le marathon de Londres aussi, qui était une idée qui me tenait à cœur, mais les inscriptions, je me suis rendu compte qu'en fait, tu peux pas juste t'inscrire comme ça pour le marathon de Londres. Les inscriptions pour Paris s'étaient passées, et du coup, j'ai trouvé un semi-marathon à Dublin, dans la ville dans laquelle j'habitais à l'époque, et je me suis inscrite pour le semi-marathon de Dublin qui était, je sais pas, 4 mois, 6 mois après. Donc c'était pas non plus le lendemain, mais et donc je me suis donné 4 mois ou 6 mois, je sais plus, pour me préparer. J'ai fait le semi, mais en fait, il arrive un moment où, dans une préparation, entre guillemets, je mets des très gros guillemets autour du mot préparation, tu sais que tu vas atteindre ton objectif. Parce que, par exemple, sur un marathon, quand tu as fait ta dernière sortie longue de 34 km, de façon réaliste, tu sais que tu vas passer la ligne d'arrivée. Enfin, sauf énorme pépin le jour de la course, si tout se passe bien, a priori, tu es capable de faire 42 km. Sur un semi, quand à l'entraînement, tu as déjà fait 20 km, tu sais a priori que tu peux en faire 21. Et donc, je suis arrivée au moment de ma prépa pour le marathon de Paris, du coup, pour lequel je m'étais inscrite ensuite. Je suis arrivée à une sortie longue de 32, 34, je sais plus trop, et je le touchais du bout des doigts, l'objectif marathon. Et en fait, il fallait déjà que je me trouve un autre objectif. Et c'est comme ça que j'en suis venue au triathlon, en me disant, ok, bon, le marathon, visiblement, ça va le faire, sauf énorme problème gastrique ou blessure ou j'en sais rien, enfin, je me fais renverser par une voiture en allant à la ligne de départ. A priori, je vais le terminer, ce marathon. Et donc, qu'est-ce que je fais, en fait, après ? Et là, je me suis dit, je sais pas nager. Et donc, je vais faire du triathlon. Et pareil, le même schéma de pensée. Au sein du triathlon, qu'est-ce que je connais comme challenge qui me paraît aujourd'hui inatteignable ? Et j'avais vaguement entendu parler de l'Ironman. Et je me suis dit, voilà, banco, on va faire un Ironman. Allez. Mais qu'est-ce qui va après l'Ironman ? Pour le moment, je me suis arrêtée à l'Ironman. J'ai pas du tout envie de faire, les gens qui font des DK Ironman, des trucs comme ça. Ça me... non, c'est pas du tout pour moi. Mais voilà, donc... Pour répondre mais après, dans l'Ironman, t'as encore d'autres performances. Ouais. Oui. Continuer les Ironman, mais aller chercher autre chose. Exact. On va y venir, j'imagine. Mais voilà, donc c'était une façon assez longue et avec quelques déviations pour répondre à ta question qui est comment je me suis mise au triathlon. Je me suis mise au triathlon comme ça parce que j'adore les challenges et que j'ai voulu... C'était même pas une question de genre repousser mes limites en fait, parce que... J'imagine que tout le monde a des limites, je sais pas trop où elles sont, je sais pas trop comment aller les chercher, mais c'était vraiment cette notion de challenge et de... Ouais, un truc en a emmené un autre, et voilà. Et je trouve ça génial, en fait, de me dire que c'est parce que je voulais me challenger que j'ai découvert la course à pied, je me suis fait tellement d'amis, le triathlon pareil, j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et si ça se trouve, il y a un autre challenge qui m'attend, je sais pas encore ce que c'est, mais je suis sûre que ce sera pareil, ce sera passionnant, ça va donner des frissons, je vais rencontrer des gens extra et c'est trop cool. Tu nous racontais comment est-ce que tu es venu au triathlon. Le marathon de l'Ironman, ok, admettons c'était presque check, mais il y a aussi le vélo et puis la natation. Et t'as sous-entendu que la natation c'était pas encore trop ton truc. Non. Du coup, 2018, 2019, quand tu commences à te mettre au triathlon, ça se passe comment ? Mal, très très mal. Alors j'habitais à Dublin à l'époque et je me suis dit, ça je pense que c'était en 2019, et je me suis dit, si je veux faire un triathlon, il y a quand même un obstacle quand même relativement conséquent, c'est que je sais pas vraiment nager. Enfin, je savais nager dans le sens, je savais ne pas couler, comme la plupart des gens qui grandissent en France par exemple aujourd'hui. Mais je savais pas me déplacer dans l'eau de façon élégante, tu vois, la coulée sous l'eau, tout ça, les appuis dans l'eau. Donc je suis allée dans une piscine, c'était un bassin de 50 mètres, je me souviens, à l'université à Dublin. Et je me suis dit, on va faire du crawl, on va essayer. Je sais pas comment on fait, mais on va essayer. Et donc, un bras devant l'autre, et puis voilà. Et donc, j'ai fait 50 mètres de crawl, la tête hors de l'eau, sans lunettes, parce que je m'étais pas rendu compte qu'il fallait des lunettes. C'est dire le niveau que j'avais, c'était catastrophique. Et je suis arrivée au bout des 50 mètres, et il m'a fallu peut-être 3-4 minutes pour m'en remettre, et je me suis dit, 3800 mètres, ça va être long quand même, les gars. Et donc, j'ai persévéré. Puis après, j'ai refait 50 mètres dans l'autre sens. Puis je pense que ma première séance, j'ai dû faire 500 mètres comme ça, en faisant du crawl tête hors de l'eau sans lunettes. Donc après, j'ai acheté des lunettes parce que j'ai vite compris que c'était quand même plus pratique. Et j'y suis retournée. Et en fait, à force de persévérance, on y arrive petit à petit. Voilà. Et donc, je me suis inscrite en club de triathlon à Dublin, uniquement pour le côté natation. Parce que je me suis dit, en fait, c'est quand même hautement technique comme sport.
Mais vraiment, j'y connaissais rien. Donc, moi, je voyais les nageurs nager, je me disais, bah, facile. Enfin, ils ont l'air de rendre ça... Enfin, ils font ça a l'air tellement facile. Et en fait, c'est tellement fluide. J'ai vite déchanté en me rendant compte que moi, j'avais pas du tout la même dégaine que les nageurs pros dans l'eau. Et que donc, peut-être que prendre des cours, 2-3 petits tips, ce serait bien. Et donc, je me souviens, je suis arrivée à mon tout premier entraînement natation avec le club de triathlon. Déjà, je crois que j'étais la seule nana. C'était que des mecs, des énormes Irlandais. Ils avaient tous genre 40 ans. Ils étaient tous hyper forts en natation. Et moi, j'ai mis un orteil dans l'eau, j'avais froid. Enfin, ça allait pas du tout, quoi. Mais, petit à petit, à force de persévérance, on y arrive. Voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. J'ai acheté un vélo, que j'ai encore d'ailleurs, avec lequel j'ai fait mon premier Ironman. Je savais pas du tout comment ça fonctionnait, je savais pas comment passer les vitesses, je savais même pas que les vitesses et les freins étaient au même endroit. Évidemment que je suis tombée la première fois que j'en ai fait, alors que c'était même pas des pédales automatiques, c'était des pédales plates. Donc, donc t'es retombée la deuxième fois quand t'as essayé de mettre les pédales automatiques. Évidemment, c'est pas drôle sinon. Oui. Donc c'était, je pense qu'on aurait dû me filmer pour vidéo gag. Mes premiers entraînements, c'était quelque chose. Donc voilà. Et tout ça en essayant de mener une double vie parce que t'avais un job à temps plein à côté. Exact. Alors, je pense que ce qui m'a aidée, c'est que j'ai fait toute ma carrière dans des milieux anglo-saxons. Parce que après avoir fait mon école de commerce à Paris, je suis partie tout de suite à Dublin. J'ai bossé à Dublin pendant presque 4 ans et après je suis partie à Londres. Et je pense que je rejoins ce que disait Roman. Il y a quand même une approche du sport qui est différente dans les pays anglo-saxons. Alors j'ai passé un petit peu de temps aux États-Unis, mais j'ai jamais vraiment vécu là-bas ou fait du sport là-bas ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, dans les pays anglo-saxons qui sont un tout petit peu plus proches de la France, il y a une approche qui est différente et c'est socialement vraiment bien vu en fait de faire du sport, de se lever le matin et d'aller nager à 6h du mat avant d'aller au bureau ou d'aller faire un footing sur sa pause déjeuner ou d'aller courir avec les potes le soir. Ou voilà. Donc je pense que ça m'a aidée parce que d'emblée, moi je voyais pas en fait que c'était pas commun d'avoir une vie professionnelle et une vie sportive où les deux sont assez chronophages. Ça me semblait assez naturel en fait. En France, socialement, c'est bien accepté aussi. Du moment que t'es pas l'ami ou l'employé de la personne avec qui tu parles, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai. Donc en fait, ça passe pas en France, on est d'accord. Je sais pas trop, j'imagine. Enfin, ce que j'en entends, c'est que c'est différent, on va dire. Mais comme dit, moi, j'ai eu de ce côté-là, de ce point de vue-là, j'ai eu la chance de faire toute ma carrière dans des milieux anglo-saxons, donc. Voilà, où c'est non seulement socialement accepté, mais c'est accessible. Mais au-delà d'être, c'est accessible et au-delà d'être accepté et accessible, c'est bien vu. Même aujourd'hui au travail, là, je rentre du marathon de Londres, j'ai pris mon vendredi et mon lundi, et tous mes collègues trouvent ça non seulement hyper cool, mais trop normal en fait que je pose 2 jours de congé pour aller faire un marathon. Pour eux, c'est genre, bien sûr, kiffe ta vie, va faire ton sport, tu nous raconteras, on veut trop entendre. Voilà, savoir comment ça s'est passé. Donc, de ce côté-là, j'ai beaucoup de chance. J'ai ressenti la même chose quand j'étais à Londres. Ce côté presque fierté de la part des collègues, des amis. Et ça, c'est vachement... ça me met en confiance déjà. Et tu t'en caches pas, quoi. Ouais, exact. Après, à Londres, je pense que tu l'as vécu aussi, Roman, t'as 2 salles, 2 ambiances. T'as après le boulot, t'as tous ceux qui vont courir ou nager ou rouler ou faire du tennis ou je sais pas quoi. Et t'as tous ceux qui vont au pub, boire des pintes à 16h. Ouais. Et c'est du sport aussi, le lever de coude. C'est vrai. Mais ça veut dire qu'ils sont debout tôt déjà, pour aller travailler et puis finir la journée à 16h, quoi. Aussi. Du coup, ça c'est comment tu découvres le triathlon. Alors, sans rentrer trop dans les détails des années qui ont suivi, quand on a commencé à échanger, tu m'as dit que tu rentrais des championnats du monde Ironman à Kona, parce que oui, 1 année sur 2 maintenant, c'est les femmes à Hawaï et les hommes à Nice, et l'année d'après, c'est le contraire, c'est les hommes à Hawaï et les femmes à Nice. Donc là, l'année dernière, c'était à Hawaï pour les femmes. Comment t'en es arrivé à te qualifier à ces Jeux Olympiques du triathlon distance Ironman, ces championnats du monde Ironman, après 4 ans de pratique? Même pas vraiment 4 ans de pratique en fait, parce que comme dit, j'ai commencé à faire les 3 disciplines à partir de peut-être toute fin 2019, début 2020.
Ensuite, il n'y a pas eu de compétition parce que Covid oblige, donc voilà. Je vois pas. Tiens, ça te parle le Covid, Romane? Et donc je regardais tout à l'heure ma première compétition en triathlon. Ça devait être en fin 2021 le 73 de Lanzarote. Comme premier triathlon, je trouvais que c'était pas mal. Et en fait, j'y suis allée, j'ai fait tout mon check-in, j'avais mon dossard, tout. On a sorti les vélos avec mon copain qui le faisait aussi, juste pour aller faire une reconnaissance vraiment du tout début du parcours. Donc la course était le lendemain et je me suis cassé le coude. J'ai fait une chute à vélo et je me suis cassé le coude. Et du coup, voilà. Donc j'ai pas fait ma première compétition en 2021. Je l'ai faite l'année d'après. Donc tout début en mars 2022, donc il y a 2 ans et 1 mois. 2 ans? Ouais, il y a 2 ans, j'ai fait mon premier triathlon, aussi à Lanzarote, mais c'était un distance olympique, un M. Et c'était trop cool et ça m'a conforté dans le fait de faire du triathlon et de faire quelques courses. C'était pas prévu que ce soit celui-là mon premier, comme dit, mais voilà, c'est le hasard a fait que le hasard ou l'accident, je sais pas, a fait que j'ai fait un distance olympique ou un M en premier triathlon. Et 1 mois plus tard, ils ont été très gentils sur le 73 de Lanzarote parce qu'ils m'ont vu débarquer, parce que j'étais sur place quand j'ai eu mon accident. Donc ils m'ont vu débarquer avec la jambe en sang, le bras dans le plâtre, enfin ça allait pas du tout et ils m'ont dit ouais, ok, c'est bon, on te laisse le refaire l'année d'après. Et donc au printemps après, donc ça c'était en 2022, j'ai fait mon premier 73 et là j'étais lancée sur le parcours, sur le circuit Ironman. Alors je sais que c'est un circuit qui est pas mal critiqué pour plein de raisons. Il y a beaucoup de critiques avec lesquelles je suis assez d'accord, les prix, etc. Bon, mais il y a aussi beaucoup de positifs sur le circuit Ironman et je trouve que c'est c'est quoi l'expression, un train qui arrive personne fait de bruit pour un train qui arrive à l'heure. On a toujours tendance à critiquer, mais il faut aussi savoir dire les choses qui sont positives. Et je trouve que l'énergie qui est dégagée par les courses, sur les courses Ironman, l'organisation, etc. Il y a quand même beaucoup de positifs. Donc voilà, j'ai fait le 73 à Lanzarote, j'ai trouvé ça génial. J'avais pas du tout un temps incroyable, mais après toute proportion gardée, c'est un temps qui est incroyable pour moi, ce sera peut-être nul pour quelqu'un d'autre et inatteignable pour encore une autre personne, mais donc j'ai fait ça et je me suis inscrite. Je crois que c'était peut-être quelques jours avant la course ou quelques jours après, je sais plus. Je me suis dit, il faut que je fasse un full. Et donc, je me suis inscrite sur un Ironman, l'Ironman de Suisse. C'était pas très loin de chez mes parents, donc on pouvait y aller depuis chez mes parents en voiture. Et j'ai fait ça. Et là, je me suis rendu compte sur mon premier Ironman qu'en fait, c'est plus que 2 fois plus dur qu'un 73. C'est vraiment pas la même chose. Oui, c'est comme un marathon, c'est 2 fois plus, c'est pas 2 fois plus dur qu'un semi, c'est. Ouais, voilà. Donc j'ai fait l'Ironman de Suisse, qui est d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire cette course, qui est incroyable de beauté. Vraiment, c'est la natation. Limite, on a envie de garder la tête hors de l'eau pour regarder les montagnes parce que c'est trop beau. Le vélo, c'est 2 boucles, donc on peut voir un peu les gens qui sont venus nous encourager, donc ça c'est chouette. Et la course à pied, elle est magnifique, quoi. C'est vraiment très beau. Je recommande. Mais au niveau de la nutrition, ça allait pas du tout. Et du coup, j'ai couru la première moitié du marathon et après, je crois que j'ai marché pendant presque 21 km. Donc forcément, au niveau des temps, ça s'est un peu ressenti. Mais j'avais aucun objectif de temps, en fait. Moi, j'y allais vraiment pour le terminer, pour kiffer. Et je pense que c'est bien pour ces premières courses comme ça d'y aller en se mettant zéro pression au niveau du temps. Mais voilà, après, donc j'ai fait d'autres courses. Pour la petite histoire, j'ai refait l'année d'après, donc l'an dernier, en 2023, j'ai refait le M que j'avais fait en tout premier triathlon. Et je sais pas donc à Lanzarote. Ouais, et je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais j'ai fini sur le podium. Et là, ça a été un grand moment pour moi, parce que déjà, j'ai jamais été sur un podium dans autre chose que l'équitation. Je croyais pas du tout en mes capacités. C'était un podium. En fait, c'est horrible. J'ai l'impression de me survendre. Mais bon, la réalité, les faits, c'est que j'ai été sur le podium et c'était un podium qui était mélangé en fait entre les pros et les amateurs. Ils n'ont pas fait de podium pro et de podium amateur. Donc il y avait une pro sur le podium et une nana qui était très forte, qui était même un amateur, qui a fait 2e, et moi. Et là, je me suis dit, ouais, peut-être que je peux faire un truc, quoi. Enfin, peut-être que je suis pas aussi nulle que ce que j'arrête pas de me dire. Et
c'était épique. Enfin, c'était que c'était un petit triathlon à Lanzarote. Enfin, c'était pas un gros triathlon. Quoique les Espagnols, ils étaient là en masse et les Espagnols, ils sont forts en triathlon. Et donc, je me suis dit, peut-être que je suis pas aussi nulle en sport d'endurance que ce que j'arrête pas de me répéter. Et voilà. Et donc ensuite, j'ai fait l'Ironman de Nice. Et je me suis qualifiée. Et là, c'est là que je me suis qualifiée, du coup, pour répondre à ta question, hein, comment j'ai fait pour atterrir au championnat du monde. Je sais pas trop comment j'ai fait, en fait, Armano. J'ai fait l'Ironman de Nice. Ça, je le sais. J'ai fait la natation, ça s'est bien passé. J'ai fait le vélo, ça s'est relativement bien passé. Bon, la course à pied, c'était une épreuve, hein. Pour ceux qui l'ont pas fait et qui connaissent pas le parcours, c'est 4 allers-retours sur la promenade en plein cagnard. Quand t'arrives vers l'aéroport, il y a 0 spectateur, il fait chaud, il y a pas une zone d'ombre. Enfin, c'était difficile. Et je le termine et bon, je fais pas un temps incroyable, hein. Enfin, je veux dire, je crois que je l'ai terminé en 12h30, ce qui pour Nice c'est pas mal. Mais on va pas se mentir, c'est pas non plus. Enfin, il y a des gens qui le font, des nanas qui le font en 10 heures, voilà. Donc c'était pas incroyable, mais ça a suffi pour me qualifier. Et donc le lendemain, il y a la cérémonie de remise des slots, et j'y vais sans vraiment y croire encore, en fait. Pour moi, c'était pas réel ce qui était en train de se passer. Et là, le speaker appelle mon nom et tout, et là, je me suis rendu compte que ah ouais. En fait, ça fait à l'époque, ça faisait 1 an et demi que je faisais du triathlon, à peine plus d'1 an en fait, que je faisais du triathlon en compétition, et j'allais à Hawaï et je me suis dit mais c'est irréel, c'est complètement irréel. Vu mon niveau de départ, c'est irréel. Donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question, mais du coup, tu fais 16e dans ta catégorie à Nice. Un truc comme ça, je sais pas. Je sais même plus. En même temps, c'est le jeu du Rolling Start, c'est-à-dire que les 15 autres qui étaient devant toi, elles avaient déjà un slot où elles voulaient pas y aller, et donc c'est toi qui l'as eu. Mais ça veut dire que à ce moment-là, à Nice, tu faisais partie des 16 meilleures françaises, 16 meilleures femmes sur le triathlon. Alors ça me paraît encore même aujourd'hui un petit peu irréel. Parce que j'ai toujours vu les gens qui allaient à Kona comme étant des espèces de monstres du triathlon, des gens hyper forts. Il y en a. Ouais. Et moi, j'ai encore du mal aujourd'hui à m'identifier en me disant que moi, je fais partie des gens forts, en fait. Et c'est encore un truc, j'ai un gros syndrome de l'imposteur par rapport à ça. J'ai du mal, moi, à me dire que, en fait, je suis pas nulle en triathlon. Et ouais, donc c'était assez épique comme moment. Mais je pense que ce que ça montre, c'est uniquement que même si on part avec un niveau de départ qui est pas dingue, franchement pas dingue, même si on n'a jamais vraiment nagé de sa vie, et même si on a appris à faire du vélo dans les 2 années qui précèdent, en fait, si on persévère, si on fait les choses dans l'ordre, qu'on se fixe des plus petits objectifs pour arriver à un plus gros objectif, et ça marche, en fait. Et moi, j'avais toujours l'impression que les autres qui y arrivaient et qui montraient comment ils avaient réussi, j'avais toujours l'impression que, je sais pas, ils mentaient, tu vois, qu'il y avait nécessairement un talent caché, un truc en plus, que c'était pas uniquement genre du travail acharné et tu vas y arriver. Je me suis dit, ça, c'est une histoire qui me correspond pas à moi. Ça vaut pour les autres, mais ça vaut pas pour moi. Moi, même si je travaille dur, je vais pas y arriver. Et en fait, j'ai travaillé dur et j'ai réussi. Donc, comme quoi, c'est vrai, en fait. Voilà, je te remercie pour ça, Esté, parce que c'est l'essence même du podcast qui s'appelle Devenir triathlète. On veut, ça y est, je trouve plus mes mots. On veut parler le plus possible du triathlon et puis dédramatiser, en tout cas rendre accessible le triathlon à tous et à toutes. Et le fait que tu dises, moi quand j'ai commencé, je me voyais loin, très loin, et je croyais pas qu'à force de travailler acharné on pourrait y arriver. Si, la preuve, tu es arrivé et t'as été au championnat du monde à Hawaï. Et puis pour la petite histoire, en plus, Hawaï, ça se passe mieux qu'à Nice, non ? Ah oui, Hawaï, ça s'est beaucoup mieux passé qu'à Nice. Ouais. Hawaï, c'était alors au-delà de la chaleur et de l'humidité, et ça, on pourra y revenir. Au niveau des... l'humidité, t'as l'habitude en Angleterre ? Non. Ça y est, ça chambre. Non, ça s'est mieux passé. Hein. Je crois que de mémoire, j'ai terminé en 11h45, 46, un truc comme ça. Ce qui, encore une fois, c'est pas un temps révolutionnaire, mais ça s'est beaucoup mieux passé. Le vélo s'est mieux passé, tout s'est mieux passé. C'était vraiment chouette.
Mais j'y suis vraiment allée sans pression. Pour le coup, Hawaï, c'était l'aboutissement en fait de ce parcours entre guillemets de qualification. Ce qui est, enfin, je me suis dit, ce qui est difficile, c'est de se qualifier. Une fois que t'es qualifié, en réalité, on va pas se mentir. Moi, Esté, je vais jamais faire podium à Hawaï. Donc, quitte à y aller, autant vraiment kiffer. Et donc, j'y suis allée sans pression. Je voulais kiffer ma journée. Et en fait, je pense que c'est une des courses qui s'est le mieux passée, justement parce que j'y suis allée avec comme seul objectif... Non, j'avais 2 objectifs. Le premier objectif, c'était de prendre un max de plaisir. Le deuxième, c'était quand même de passer la ligne d'arrivée. Parce que c'est vraiment relou si tu vas jusque là-bas et que tu repars pas avec la médaille. Alors là, franchement, nul. Vraiment nul. Donc l'objectif, c'était quand même de repartir avec ma médaille. Mais c'était incroyable. Et moi, j'ai une petite question pour compléter un peu aussi tes commentaires, Esté, et puis Armano, tes précédentes questions. Tu vois, à chaque fois quand tu nous racontes ton expérience, ton histoire, presque on dirait que toi-même t'y crois pas trop encore, tu vois, quand tu nous le racontes. À quel moment, tu vois, est-ce que il y a une de ces courses ou est-ce que c'est une fois que tu arrives finalement à Hawaï après toutes ces compétitions, est-ce qu'il y en a une qui te propulse en fait, qui te professionnalise dans le sens où tu vois, où tu commences à t'intéresser à la nutrition ou presque à développer un plan d'attaque, un plan d'entraînement, à adapter ton emploi du temps avec le boulot. Parce qu'au début, on dirait que voilà, quand tu nous le racontes, que c'est vraiment étape par étape, et puis au final, tu y arrives et tu te surprends. Mais voilà, est-ce qu'il y a un moment, ça te propulse vers toi, le fait de conscientiser, de te dire, en fait, je vais professionnaliser ma pratique? Alors, je pense que... Déjà, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 2 aspects à ça. Au niveau de quand est-ce que ça a eu lieu, ce côté un petit peu presque comme un déclic. C'était quelque part entre Nice et Kona, je pense, parce que c'est vraiment la qualification à Kona où vraiment, moi je suis allée à Nice, c'était même pas, j'avais même pas pensé à l'éventualité de me qualifier. Enfin vraiment, pour moi c'était inatteignable. C'était tellement inatteignable que, comme dit, j'avais pas pensé. Et une fois que j'ai eu ma qualif, là je me suis dit, un peu comme la fois où j'ai par miracle fini sur un podium, je me suis dit, ok. Bon, maintenant, il faut vraiment que je fasse ça un petit peu plus sérieusement. Donc, je pense que ça a eu lieu quelque part entre ces 2 compétitions-là. Mais il y a quand même un aspect, et je pense que ça contribue à comment j'ai fait pour aller à Kona, j'ai toujours été... je fais les choses à fond. Et du coup, quand j'ai commencé le triathlon, j'ai tout de suite commencé à écouter tous les podcasts Devenir triathlète, tous les autres podcasts sur le triathlon, à lire, à regarder des vidéos sur YouTube, à regarder un peu sur les réseaux sociaux, à m'inspirer de certains athlètes qui partageaient un petit peu leur parcours, leurs tuyaux, etc. Donc j'ai essayé d'apprendre le plus possible parce que quand on se lance dans un truc où il y a 3 sports, où clairement il y en a 2 où on n'y connaît rien sur les 3 et un où on n'y connaît franchement pas grand chose parce que j'avais jamais fait de séance de fractionné en course à pied. Je me suis dit, il y a quand même beaucoup de potentiel de faire des erreurs, en fait. Donc, parce qu'on se lance dans l'inconnu. Et donc, j'ai voulu vraiment apprendre le plus possible, surtout sur les 3 sports, sur le renforcement musculaire, sur la nutrition, sur tout. Mais je réfléchissais, et ça répond en partie à ta question, je pense, je réfléchissais l'autre jour à qu'est-ce que je donnerais pas comme tuyau ou quelles sont les choses peut-être qui m'ont aidé dans ma entre guillemets progression en triathlon. Une des choses, c'est vraiment aimer chaque discipline individuellement. Et ça m'a énormément aidé parce que je fais du triathlon, mais je fais pas que du triathlon en fait. Je fais de la course à pied, mais de façon isolée. Je fais aussi du vélo de façon isolée et je fais de la natation de façon isolée. Donc quand avant Kona, par exemple, j'ai fait des courses de natation en eau libre, j'ai fait des courses de vélo, je suis allée faire la 312 à Majorque, j'ai fait l'étape du Tour en vélo, des trucs comme ça. Je suis allée rouler juste pour le plaisir de rouler. On a fait des week-ends dans les Alpes, on a fait des cols. Donc aimer chaque discipline individuellement et s'y intéresser de façon individuelle, je pense que ça m'a beaucoup aidé parce que ce que moi je vois, c'est qu'il y a pas mal de gens qui se mettent au triathlon pour faire du triathlon, dans le sens pour faire les 3 disciplines, mais qui
qui ne scinde pas le triathlon en 3 disciplines à part entière et qui s'y intéresse pas juste pour le plaisir de s'intéresser à telle discipline puis telle discipline. Donc par exemple, il y a le nombre de gens que je vois qui font du triathlon et qui n'y connaissent absolument rien à leur vélo. Alors, c'est pas du tout une critique, il y a plein de gens qui sont comme ça et dans une certaine mesure, moi j'étais comme ça aussi. Mais par exemple, le fait d'apprendre tout ce que je pouvais apprendre sur le vélo, sur des différentes techniques d'entraînement, sur le vélo en tant que machine, sur comment faire ses réparations, enfin comment entretenir son vélo, tout ça. Je pense que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup permis de déstresser, surtout par rapport à la partie vélo, la partie mécanique qui pour beaucoup de gens est stressante et pour beaucoup de filles, je pense, est très stressante, le côté mécanique. Savoir changer, je sais pas si on crève ou quoi que ce soit. Donc ouais, je pense que voilà, ça répond peut-être aussi un petit peu à ta question. Donc oui, il y a eu un moment où il y a eu plus de professionnalisation, mais c'était quand même sur un background de, en fait, j'ai envie d'apprendre. Elle est super intéressante ta réponse. J'enchaîne 2 questions, Hermano, et parce que je pense que de nous 3, je suis celle qui m'y connaît le moins en triathlon. Et en fait, elle est géniale ta réponse parce que tu vois, justement, j'étais en train de me dire, mais quand tu t'entraînes pour faire un triathlon, c'est 3 disciplines qui quand même font travailler des parties du corps ultra différentes, et de façon différente. Comment tu fais pour en fait préparer un triathlon, tu vois, en même temps quand t'as là il faut faire justement du fractionné pour faire ça, puis la natation, faut travailler les épaules et puis le vélo, les cuisses, enfin je sais pas, tu vois, mais je m'imagine comment en fait tout ça tu mets ça dans un entraînement de triathlète, quoi. Donc c'est vrai que ta réponse répond en partie aussi à cette question-là, j'imagine. Ouais, mais complètement. Et je pense qu'une des choses que j'ai bien fait dès le début, c'est que très tôt, dans ma pratique du triathlon, j'ai pris un coach. Et il y a aussi une notion, je pense, pour beaucoup de gens, et pareil, surtout pour les filles avec qui j'en ai discuté, beaucoup de gens s'imaginent que avoir un coach, c'est réservé aux gens qui ont déjà un certain niveau. Et que avoir un coach quand tu débutes, ça sert pas forcément à grand chose. Et je suis pas tellement d'accord parce que avoir un coach, alors on a tous des raisons différentes de prendre un ou une coach, mais ça permet plusieurs choses. Alors déjà pour moi et pour plein de gens qui ont un métier qui est assez prenant, ça t'enlève toute une partie charge mentale de devoir organiser, planifier tes entraînements. Parce qu'en fait, c'est fait pour toi. Donc moi, le lundi matin, j'ouvre mon application, je sais ce que je fais pendant la semaine. Et voilà, et évidemment, on change si besoin. Mais ça m'a beaucoup aidé. Et ça permet de non seulement ne pas faire d'erreur dans ta planification, c'est parce que si c'est un professionnel qui le fait pour toi, a priori, ce sera mieux fait que si toi, tu n'y connais rien et que tu décides de le faire toi-même. Mais ça permet aussi aux plus curieux d'entre nous d'apprendre en fait en faisant, parce que j'ai appris beaucoup en voyant la façon qu'avait mon coach de planifier mes entraînements et en posant des questions. J'inviterais beaucoup de gens aussi déjà à prendre un coach, et ceux qui ont un coach et qui ont la chance d'avoir un coach avec lequel ou laquelle ils peuvent échanger fréquemment, de challenger leur coach en fait, mais pas challenger dans le sens pour changer quoi que ce soit, mais vraiment pour comprendre, pour apprendre pourquoi le lundi j'ai telle séance, pourquoi le mardi j'ai telle séance, pourquoi là j'ai 2 séances de fractionné d'affilée, pourquoi c'est pas juste une séance de fractionné puis après une séance plus cool, pourquoi là il faut que je fasse 4 heures de vélo et pourquoi pas 3, pourquoi pas 5, et voilà, donc je pense que ce qui m'a énormément aidé pour te répondre à comment on fait en fait pour faire un entraînement triathlon, c'est de se faire aider quand ce n'est pas notre domaine de compétence. Mais ça vaut dans plein de domaines, hein. Mais t'as raison de le dire, parce que je pense quand tu disais les gens qui se disent qu'il faut être pro pour prendre un coach, il y a peut-être aussi une partie financière finalement. Et c'est un peu le cercle vicieux, c'est soit t'investis dès le début dans un coach, soit si t'attends d'être vraiment pro pour du coup avoir les finances pour prendre un coach, en fait ça peut prendre des années, quoi. Je pense qu'il y a aussi ce petit blocage. Ouais, mais carrément. Et au début j'étais un petit peu appréhensive parce que je me suis dit, c'est quand même pas mal d'argent tous les mois. Alors, des coachs en triathlon, il y a pour tous les budgets, mais c'est clair que ça coûte quelque chose. Après, le fait que ça coûte quelque chose, je trouve que c'est bien, dans le sens où tu es forcé de t'investir financièrement, et je pense que ça change. Enfin, je pense que les gens sont peut-être plus assidus
s'ils ont payé entre guillemets que si ça leur est donné gratuit. Ça reste à prouver, mais bon, c'est mon humble opinion. Ça dépend, hein, parce que le business model des réseaux sociaux, c'est de te garder sur les réseaux alors que c'est gratuit. Mais bon, c'est autre chose. C'est vrai. Mais quand tu disais que donc c'est clair que c'est un budget, mais avec le recul, et forcément c'est facile, hein, le recul c'est génial, mais avec le recul, je pense que j'aurais potentiellement payé moins en ne prenant pas de coach, mais j'aurais aussi potentiellement mis beaucoup plus de temps avant d'atteindre certains objectifs. Donc c'est une balance entre ce qu'on est prêt à mettre, et après je veux pas du tout paraître comme une donneuse de leçons ou quoi que ce soit, mais oui, moi ça me coûte tant d'argent tous les mois, mais à côté je bois pas spécialement d'alcool, je fume pas, je sors pas énormément. Moi je vois, surtout à Londres, hein, je pense que c'était pareil pour toi Roman, mais moi quand je vois les billets que certains laissent les soirs, ou quand ils sortent, mais même sortir parfois c'est même pas pour fêter quoi que ce soit ou pour un truc en particulier, hein, c'est juste comme ça. Moi si c'est comme ça, je préfère aller courir, mais voilà, donc chacun décide aussi de où il veut ou à quoi il veut allouer son argent, ses ressources en termes de temps, de temps, d'argent, voilà. Moi j'ai fait ce choix-là, et pour le moment j'en suis très contente. Mon coach est vraiment super et je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois de prendre un coach pour voir ce que ça donne, si ils ont l'impression de stagner ou qu'ils ont l'impression de ne pas avoir toutes les connaissances. Ou voilà. Il y a des tas de raisons pour lesquelles on peut vouloir prendre un coach. Moi, c'était plutôt pour me restreindre que pour m'encourager à en faire plus. Mais il y a beaucoup de gens qui prennent un coach parce que comme ça, ils se sentent un petit peu obligés de s'entraîner ou de faire les séances parce que y a quand même quelqu'un derrière qui leur dit. Moi, c'était plutôt le contraire. C'était pour ne pas en faire trop, pour pas me blesser, pour pas faire d'erreurs. Voilà. Salut les sportifs, c'est Charlie d'Opentree et je me permets d'interrompre votre podcast un très très court instant. Si l'épisode que vous êtes en train d'écouter vous plaît, alors on a besoin de vous. Est-ce que vous pourriez prendre 10 petites secondes pour ouvrir votre appli de podcast préféré, y trouver la fiche du podcast Devenir triathlète X Opentree et nous laisser une note, de préférence 5 étoiles, en nous disant ce qui vous plaît le plus dans le podcast. Ça vous prendra seulement quelques secondes, mais ça nous permettra de continuer à améliorer le podcast et à se faire découvrir par d'autres auditeurs triathlètes. Un immense merci à vous qui allez laisser une note et on se retrouve tout de suite pour la suite de votre épisode. J'aime bien la discussion sur l'intérêt aussi financier de prendre un coach. On retrouve ça aussi, et Roman, tu me diras pas le contraire, mais avec les sportifs et les sportifs de haut niveau qui, à un moment de leur vie, à un moment de leur carrière, qu'elle soit naissante ou qu'elle commence déjà à bien s'installer, est-ce que j'investis dans telle ou telle chose? Est-ce que il faudrait pas que j'aille bosser maintenant ou que je me consacre à 100% à mon job? Alors déjà, il y a souvent un équilibre, une balance à trouver. Et puis surtout, comme tu l'as dit, Esté, à un moment, il faut savoir investir aussi pour pouvoir après aller plus vite, s'épargner de la charge mentale, etc. Et il faut avoir les ressources qui permettent de le faire. Mais complètement, mais il y a alors le triathlon souvent. J'ai l'impression que c'est un sport où il y a une sorte de course aussi au meilleur matériel, au matériel le plus tout ce qui est comme on dit en anglais, new and shiny. Tu vois, tout ce qui brille, tout ce qui est nouveau, tout ce qui coûte cher, les dernières innovations, et c'est très bien. Et je dis ça, mais moi aussi, je viens de m'acheter un vélo de contre-la-montre qui est tout neuf, etc. Voilà. Mais entre dépenser beaucoup d'argent pour gagner 3 watts et dépenser l'argent potentiellement pendant 1 an pour bosser avec un coach. La différence, c'est que au bout d'1 an, on peut te retirer ou tu peux perdre ou on peut te casser le matériel que tu as acheté. Ce sera retour casse-départ, alors qu'avec un coach, toutes les connaissances que tu auras emmagasinées pendant 1 an et que tu peux réutiliser ensuite, on ne pourra pas te les enlever. Donc, il y a aussi cet aspect-là, je pense à... Voilà. Si quelqu'un me demande est-ce que c'est mieux d'investir, j'en sais rien, moi, 5 000 € dans un nouveau vélo alors qu'ils ont déjà un vélo qui est correct, ou d'investir de l'argent et bosser pendant 1 an avec un coach, sans aucune hésitation, je dirais de prendre un coach pendant 1 an. Ouais. Le coach, en plus, il a plusieurs casquettes. Il t'aide sur la partie mentale, sur la partie technique, sur la partie physique. Après, on peut se poser la question, tu vois, de quelle est la relation qu'il faut avoir avec un coach, ou en tout cas au départ, quand tu passes de non coaché à être coaché, tu vois que... comment ça se passe en fait cette relation, quels sont les grands challenges d'avoir quelqu'un comme ça au-dessus de soi qui a cette responsabilité aussi. Ouais, mais je suis d'accord, et je pense que
c'est important de trouver un ou une coach avec qui on buzz bien. Et je pense que moi, j'ai eu de la chance de trouver quelqu'un avec qui ça a tout de suite matché dès le début, mais je connais aussi pas mal de gens qui ont dû faire quelques changements. C'est important de trouver quelqu'un avec qui ça matche tout de suite, ou si ça matche pas tout de suite, quelqu'un avec qui ça va matcher, et avec qui on se sent suffisamment en confiance. Ça revient à ce que je disais avant, pour challenger, pour poser des questions, mais pas juste suivre ce qu'on nous dit de faire, entre guillemets bêtement, sans essayer de comprendre, mais aussi avoir l'assurance de dire à son coach, écoute, là j'ai l'impression que ça me correspond pas trop, ou tiens, j'ai lu un article sur telle méthode, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un truc qui moi me ferait kiffer d'essayer dans notre programmation? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on peut le tenter? Voilà. Et moi c'est vrai que j'ai un rapport avec mon coach qui est très je pense que je suis pas la plus facile à coacher parce que je pose plein de questions tout le temps. Mais il faut. Et il faut. Et justement, c'est là où le métier de coach devient intéressant aussi, oui, quand il y a de l'interaction. Alors effectivement, si ça lui demande 20 heures par semaine pour entraîner une athlète, ça fait peut-être un peu trop, mais je pense que t'as des journées déjà suffisamment bien remplies pour pas le stresser suffisamment, pas le stresser tant que ça, mais au contraire, moi je pense que le métier de coach prend là tout son essence et devient intéressant quand il y a de l'interaction, quand tes athlètes cherchent à savoir pourquoi, comment, pas dans l'idée de te séparer d'eux et puis d'apprendre tout seul, mais justement de comprendre. Et par rapport à ça, justement quand on avait pris contact, tu m'avais dit que un sujet sur lequel t'aimerais bien un sujet dont tu aimerais bien parler, ce serait justement l'entraînement spécifique pour les femmes et en particulier pour Kona. Donc juste en termes de timing, on le rappelle, tu t'es qualifié à Nice en juin 2023 et Kona, c'était en octobre 2023. Donc il y a 6 mois entre les deux où tu dois faire, tu dois pas refaire une préparation Ironman, mais tu dois compléter ta préparation Ironman après avoir fait une pause après le premier et puis éventuellement réajuster des choses et s'assurer que ce soit vraiment adapté non seulement à toi mais aussi au fait que tu sois une femme et les femmes parfois souvent toujours tous les mois. Vous avez aussi des aléas qui sont liés aux hormones et à d'autres choses. Donc comment est-ce que tu en es venu à te dire mais il y a peut-être un truc à regarder, à comprendre, à faire sur l'entraînement spécifiquement pour les femmes, et puis comment tu te prépares en 6 mois pour Kona, quoi. Alors c'était même pas 6 mois. En gagnant 45 minutes entre Nice et Kona. Ouais. C'est 2 courses difficiles, ouais. mais Kona est souvent qualifié de plus dur que Nice quand même. Ouais. Et comme dit, c'était même pas 6 mois parce qu'en fait c'était fin juin la course. Donc ça me laissait à peine plus de 3 mois et demi en fait entre les deux, parce que c'est mi-octobre pour Kona. Alors c'est sûr qu'on va pas refaire ou on va pas on refait pas toute une saison en 3 mois et demi. Puis il y a le temps de se remettre d'un Ironman. Je pense que pas mal de gens peut-être le prennent un petit peu à la légère. C'est quand même un gros effort pour le corps, un Ironman. Donc à partir du moment où moi j'ai appris que j'étais qualifiée, bon évidemment j'en ai parlé tout de suite à mon coach. Je lui ai dit la décision elle est vite prise. C'est sûr que j'y vais. C'est un rêve. C'est un rêve. C'était même pas un rêve pour moi parce que j'y songeais même pas. Mais c'est un rêve pour beaucoup de triathlètes longue distance. Presque tous les triathlètes longue distance ont pour ambition peut-être un jour d'aller à Kona s'ils en ont les capacités, les possibilités et la chance. Et donc on s'est dit alors on va récupérer clairement après Nice, s'assurer qu'on repart pas en créant des petits bobos ou quoi que ce soit, parce que mine de rien 3 mois et demi t'as pas trop le temps de te blesser et de repartir, ça c'est clair. Et d'ailleurs rapidement ça veut dire quoi récupérer de Nice? Je pense que il faudrait que je regarde un peu mes anciens plans d'entraînement, enfin ce que j'avais fait après Nice. Il y a clairement eu quelques jours où chill, juste un petit peu de natation, chill. J'étais dans l'eau le lendemain de Nice, mais c'est vraiment. Non, mais on aura compris que chill pour toi, c'est pas chill pour n'importe qui. Non, je pense que j'ai fait peut-être 1000 mètres tranquille, mais la récup active, c'est quand même beaucoup mieux que juste de rester assis dans son canapé à rien faire. C'est clair. Donc c'était un peu de natation, beaucoup de marche, tourner les jambes sur le vélo, mais tranquille. Pendant au moins une semaine après. Et la semaine de vraie reprise, pareil, pas d'intensité ou très peu d'intensité, donc juste entre guillemets du volume, et encore beaucoup moins de volume qu'avant la compétition. Donc il y a quand même vraiment 2 semaines après un Ironman où la première semaine je fais presque rien et la deuxième semaine je fais pas grand chose non plus. Oui.
Donc ça, c'est sur la récup. Et après, j'en profite, je meuble un peu pendant que tu es en train de t'étouffer, pendant que tu tousses. Roman, si tu veux poser une question, c'est le moment aussi. Hein. Comme ça, on laisse un petit peu à Esté le temps de récupérer. Non, mais j'étais curieuse aussi sur la préparation féminine de Kona, du coup. Alors, je pense que la préparation féminine par rapport à Kona, elle n'est pas différente d'une préparation féminine pour une autre compétition. Parce qu'en réalité, ce qui change vraiment à Kona, c'est les conditions climatiques. Et ça affecte tout le monde. Ça discrimine pas. Hein. Là, c'est vraiment... ça affecte les hommes et les femmes. Enfin, sauf ceux qui ont l'habitude de vivre dans des conditions comme ça. Hein. Ceux qui vivent au Brésil, déjà à Hawaï, pas très loin d'Hawaï. Exact. Donc, de ce point de vue-là, c'était pas une préparation qui était tellement différente par rapport à si j'avais... par rapport à un homme ou une autre course. Mais... je pense que c'est plutôt tout au long des différentes préparations pour les compétitions. Alors pareil, on en revient au coach, mais c'est important, si on travaille avec un coach, d'avoir un coach qui est à l'aise avec le fait de coacher des femmes. À l'aise dans le sens, pas juste ça le dérange pas ou ça la dérange pas, mais qui a les connaissances pour adapter des entraînements, par exemple. Moi, si on veut rentrer vraiment dans le vif du sujet, et désolé si on a des hommes qui nous écoutent et que ça les barbe, mais je pense que c'est important. Déjà, si ça les barbe, ils passent à autre chose, mais j'espère que ça ne les barbe pas, parce que l'essence du podcast, c'est de mettre tout le monde au triathlon et puis d'aborder tous les sujets, et y compris ceux qui fâchent. Mais c'est vrai que la différence entre les hommes et les femmes par rapport à ça, c'est que nous, on a nos cycles menstruels, et que on a du coup des niveaux d'énergie qui sont très différents tout au cours du cycle menstruel. Je sais pas si toi, Roman, c'était le cas aussi pendant que tu faisais du tennis à haut niveau, mais moi personnellement, je sais que les quelques jours avant mes règles, alors parfois c'est la veille, parfois c'est jusqu'à 3 jours avant, j'ai vraiment très peu d'énergie, je suis hyper flagada, tous les entraînements me paraissent difficiles, faire de l'intensité, alors je peux faire de l'intensité, mais j'arriverai pas à faire les mêmes intensités avec autant d'aisance, avec le même rythme cardiaque, etc., que à un autre moment de mon cycle menstruel. Donc on adapte. J'en parle beaucoup avec mon coach. On a une plateforme sur laquelle il renseigne mes entraînements. Et moi, je peux aussi renseigner des choses. Donc, ça peut être renseigner des infos sur comment j'ai trouvé la séance, ma disponibilité, etc. Mais aussi toutes les infos sur mon cycle menstruel. Et donc, il le sait à l'avance, en général, que là, on est dans la période, peut-être la dernière semaine avant mes règles. Ou voilà, et donc, on adapte un petit peu, s'il y a besoin d'adapter. Il y a des mois où, en fait, ça passe comme une lettre à la poste et il n'y a aucun problème. Mais il le prend vraiment en compte. Et je trouve que c'est important, comme dit, de travailler avec un coach qui a les connaissances pour moduler des entraînements en fonction du cycle menstruel, ou alors si on bosse avec un coach qui n'en a pas les capacités ou si on n'est pas du tout accompagné, au moins d'en tenir compte, de l'avoir comme ça dans un coin de la tête et de se dire ok, si je n'y connais rien du tout, ce que je vais faire déjà, c'est commencer à tous les mois, je vais noter en fait, si j'ai un calendrier, peu importe, un truc où je note mes entraînements, de noter un peu comment je me suis sentie et de noter à quel moment j'ai mes règles. Et au bout de 3 mois, 4 mois, 6 mois, de regarder en arrière et de se dire « Ah tiens, là, il y a un pattern que je reconnais. Je vois que en fait, tous les mois, avant mes règles, je suis hyper fatiguée. » C'est peut-être pas la peine d'aller se pousser quand on est aussi fatigué que ça. Parce que certes, on peut le faire, mais après, on va créer une sorte de déficit, une carence. Enfin, on va avoir du mal à s'en remettre, on récupère un petit peu moins bien. Donc, juste le prendre en compte. Après, c'est vrai qu'il y a des filles chez qui il n'y a vraiment aucun changement. Et c'est très bien et elles ont beaucoup de chance, mais il y a des filles chez qui c'est pas le cas. Il faut juste en prendre compte. Pareil au niveau des apports nutritionnels, on a des besoins nutritionnels qui sont différents au cours de notre cycle, et ça a à voir avec notre température corporelle de base qui est différente. Donc on va avoir une température corporelle un tout petit peu plus élevée, par exemple pendant les périodes d'ovulation. Ça a des impacts sur nos besoins énergétiques. Ça a des ramifications un petit peu dans tous les aspects de notre vie de sportive, et il faut juste en être conscient ou consciente. Du coup, au-delà d'en être conscient et d'avoir un coach ou une coach, c'est plus facile en anglais, hein. A coach et puis a trainer. Il y a pas de genre. C'est chiant la langue française pour ça quand même.
On est obligé d'être inclusif quand on veut. Enfin, c'est bien d'en être conscient. C'est bien que les personnes qui t'accompagnent en soient conscients aussi. Mais comment on gère ça et quels sont les extrêmes auxquels on peut arriver? Comment on le gère? Je pense qu'il y a autant de réponses qu'il y a d'individus qui s'entraînent et qui ont des menstruations, pour rester inclusive. Mais moi, en tout cas, je peux parler que pour moi et pour les quelques personnes qui rencontrent le même type de problématique que moi avec qui j'en ai parlé. Mais déjà, la première chose, je pense, c'est de se dire que c'est pas en fait en soi un problème. Il faut pas voir ça comme un problème qu'il faut surmonter. En fait, c'est juste la physiologie de la femme. On est comme ça, point. On compose avec. Ah, mais c'est comme la grossesse en fait. Vous êtes pas malade quand vous êtes enceinte ou quand vous avez vos règles. C'est normal. C'est normal, voilà. Ah. Voilà. Et donc, juste avec quelques petites adaptations, comme je disais tout à l'heure, au niveau des charges d'entraînement ou des intensités, surtout plus que le volume. L'adapter, mais ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que parfois on va devoir diminuer un petit peu les intensités, mais en général dans la période juste après les règles, en général on a une capacité à encaisser les intensités et le volume qui est aussi plus élevé, donc c'est savoir en tirer bénéfice. Donc par exemple si on a des séances vraiment clés, des séances qui sont difficiles ou avec du gros volume et de l'intensité dedans, plutôt que de les caler la veille d'avoir ses règles, ça peut peut-être être plus smart de décaler ça de 3 jours, 4 jours, décaler un entraînement ou modifier pour 3 jours, ça changera pas vraiment la donne. C'est pas une catastrophe. Au contraire, en fait, on peut même en tirer bénéfice. Donc, comment le gérer? Le plus simplement possible, en fait. Juste se dire c'est normal, on fait avec, on modifie un petit peu ses entraînements. C'est pas vraiment sorcier. Après, moi, j'ai la chance de pas souffrir d'endométriose ou de quoi que ce soit. Donc, j'ai très peu d'inconfort ou ça impacte assez peu ma vie de sportive. Donc voilà, c'est pour ça que je répète, je peux que parler de ma propre expérience. Mais aussi, dans la partie gestion, il y a des fois où on va faire une compétition et on aura nos règles et c'est pas la fin du monde. Enfin, il y a un tel stigma, autour des règles et j'ai entendu beaucoup de filles dire ouais mais moi je choisis mes compétitions en fonction de mon calendrier, de mon cycle menstruel. Alors bon déjà si elles ont la chance d'être autant réglées comme une horloge que ça, qu'elles savent dire dans 8 mois j'aurai mes règles tel jour, chapeau parce que moi j'en suis pas trop capable. Mais aussi tant qu'elles ont pas des douleurs atroces ou quoi que ce soit, c'est pas la fin du monde. Et vraiment je veux pas tomber dans le côté très cru. Au pire on saigne. Au pire, ça fait une tache. Et alors? C'est pas la fin du monde. Franchement, si les gens sont dégoûtés par une goutte de sang, c'est un autre sport que le triathlon qu'il faut faire, parce que, vraiment, c'est vraiment pas très grave. Donc voilà. Il y a eu une polémique récemment sur une athlète britannique d'ailleurs, Emma Pallant-Brown, qui a fait une compétition. Je sais pas si vous avez suivi ça, mais elle a fait une compétition et elle avait ses règles le jour de la compétition. Et le monde est devenu dingue et les gars, faut se calmer, c'est naturel, ça arrive tous les mois pour ceux qui étaient toujours pas au courant. Et voilà, et elle avait du sang sur sa trifonction et elle s'est pris une déferlante de commentaires sur les réseaux sociaux qu'il faudrait pas qu'elle poste des images comme ça, etc. Et pourquoi en fait? Voilà. Il y a encore trop peu d'informations sur tout ça finalement. Mais je rebondis sur quand tu parlais plutôt de la partie entraînement et planning, tu vois, autour justement du cycle avec le coach. Tu vois, t'en parles, on dirait que t'es quand même calé sur le sujet. Et en fait, je repense, moi aussi, je vais parler de mon expérience, mais quand j'ai eu ces années de tennis intensif, alors moi, c'était de mes 17 à mes 21 ans. Pour le coup, moi, en tant que femme, en tant que jeune femme, j'en étais pas du tout consciente, tu vois, de ça. Donc, c'est bien que t'en parles parce que là, peut-être que les trentenaires, voilà, elles en sont pleinement conscientes et puis la parole se libère. Mais quand t'es une jeune athlète qui a fait du sport depuis toujours et que t'as 19 ans et en fait, on n'en parlait pas. Moi, j'étais dans une équipe de 10 joueuses. C'était pas du tout un sujet qui était abordé. On avait le même âge, ni avec les coachs qui étaient des coachs femmes, c'était pas du tout pris en compte nulle part. Et moi, c'est parce que moi, j'avais zéro connaissance de rien là-dessus, quoi. Donc même nous, en tant que femmes, des fois, quand on est jeune, oui, il y a peut-être un manque d'information. Donc c'est bien aussi d'en parler
pas juste pour les hommes qui nous écoutent, mais pour les jeunes filles aussi. Ah, mais complètement. Et je pense qu'il y a aussi un élément par rapport aux règles qui est très, très, très important de rappeler. Et surtout, voilà, enfin, comme tu dis, surtout pour les plus jeunes, peut-être, qui écoutent. Non seulement c'est normal d'avoir ces règles, mais c'est hyper important, en fait. Et à partir du moment où on est sportive, ou même pas sportive, mais là, je m'adresse plutôt aux sportives en particulier. À partir du moment où on arrête d'avoir ces règles alors qu'on prend pas une contraception qui nous empêche de les avoir, ce n'est pas normal. C'est pas un signe de bonne santé ou de performance ou que sais-je, parce qu'il y a encore trop souvent dans des clubs, etc., le côté presque comme si c'était bien. Tu vois, en fait, je fais tellement de sport, en fait, je m'entraîne tellement que j'ai perdu mes règles. Et en fait, c'est vraiment pas bien. C'est parce que à l'origine de ça, c'est un gros dérèglement hormonal qui peut coûter très, très, très cher. Enfin, le fait d'être en aménorrhée, donc c'est de ne pas avoir ses règles, c'est pas normal. Et moi, il y a des moments où, par exemple, quand mes règles sont un petit peu en retard, parce que j'ai eu un passé comme ça où j'ai pas eu mes règles pendant de nombreuses années à cause de mon alimentation qui était pas du tout optimale. Et du coup, ça revient encore. Quand j'ai des retards dans mes règles, je panique en me disant oh, j'en ai fait trop, il faut que je fasse attention. Et du coup, quand elles viennent, et parfois elles sont juste 4 jours en retard parce que ça arrive, c'est un immense soulagement. Et le pacte qu'on a passé avec mon coach, c'est que si jamais je loupe un cycle, je lui dis il faut qu'il soit au courant, parce qu'il faut qu'on revoie la programmation, il faut qu'on change un petit peu, pas forcément qu'on baisse nécessairement le volume, mais au moins les intensités, voilà, qu'on module, parce que la priorité, il faut pas l'oublier, c'est que qu'on soit pro, pas pro, voilà, mais surtout en tant qu'amateur, c'est la santé avant tout. Et voilà, donc le message là, je pense, c'est il faut avoir ses règles et c'est bien. Et quand on les a, il faut pas voir ça comme c'est chiant, c'est vraiment, non, c'est génial. Ça veut dire qu'on a un corps qui est en bonne santé et que tous les voyants sont au vert pour qu'on puisse aller performer dans le sport qu'on aime. Donc voilà, je pense que c'est important de le rappeler. Bon, après, quand tu as une aménorrhée le premier mois, ça peut être le signe d'autre chose. Et ça aussi, ça peut vouloir dire que tu es en bonne santé. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Aussi, ça c'est un tout autre sujet. On pourrait aller demander à d'autres triathlètes qui viennent de passer par là, comme Manon Genet, par exemple. Mais ouais, c'est un autre sujet. Mais ouais, le fait d'avoir un cycle menstruel normal, c'est un un énorme signe de bonne santé. Et c'est une des choses sur lesquelles il faut garder un œil et rester vigilante. Parce que voilà, c'est en général quand on commence à basculer dans le surentraînement ou la sous-alimentation ou les deux, parce que le surentraînement en réalité, c'est surtout un surentraînement par rapport à ce qu'on donne comme carburant à son corps. C'est-à-dire qu'on en fait trop par rapport à ce qu'on y met. Un des premiers signes, un des premiers trucs qui va, un des premiers signes, quoi, c'est le fait de perdre ses règles, de plus les avoir, de rentrer en aménorrhée 1 mois, 2 mois, 3 mois. Chez les femmes, évidemment, chez les hommes, ça va pas être ça. Mais écoute, moi, ça fait 44 ans que je les attends, mes règles, donc j'ai dû rater un truc. mais voilà, donc faut être hyper vigilant par rapport à ça, parce qu'il y aura d'autres signes aussi, une fatigue extrême, ou le fait que des temps qu'on arrivait à faire aux entraînements, d'un coup on n'arrive pas à les faire, on met plus de temps à récupérer, etc. Mais ça, c'est des signes qui sont un tout petit peu plus difficiles à déceler, parce que quand on est athlète d'endurance ou qu'on fait beaucoup de volume, on va pas se mentir, on est tout le temps fatigué. On est tout le temps fatigué et on a tout le temps faim. Donc le côté, la fatigue, tout ça, c'est plus difficile à mettre le doigt dessus et se dire ok, là le curseur il est trop vers le négatif. C'est pas juste de la bonne fatigue. Là, je suis vraiment en train de me faire du mal. Alors que là, oui, le fait de louper son cycle menstruel, voilà, on peut pas vraiment tricher, quoi. Donc c'est un gros marqueur, ouais. On peut pas tricher là-dessus. On avait parlé aussi de RED-S, du syndrome RED-S. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et puis nous raconter ton histoire à toi avec ce syndrome ? Ouais, complètement. Alors, pour ceux qui connaissent pas le terme RED-S, ça vient de l'anglais. Pardonnez mon accent. Ça veut dire Relative Energy Deficiency in Sport. Donc en gros, c'est un déficit d'énergie, mais énergie au sens calories, l'énergie qu'on va apporter à son corps, relatif au sport qu'on fait ou à la quantité de sport qu'on fait. Et
à l'époque, on avait tendance à appeler ça la triade de la sportive en France. Alors, je répète, la triade de la sportive. Exactement. Et donc la triade de la sportive, donc déjà c'était uniquement appliqué aux femmes. Alors, petit à petit, on s'est rendu compte qu'en fait, non seulement ça s'appliquait aussi aux hommes, pas que aux femmes, et qu'il y avait pas uniquement trois facteurs entre guillemets qui rentraient en compte dans la triade de la sportive. Et qu'il y avait beaucoup plus de choses que juste, il me semble que la triade de la sportive, c'est trouble du comportement alimentaire, un trouble du cycle menstruel et une atteinte au niveau de la porosité des os. Il me semble que c'était les trois éléments de cette triade-là. Et on s'est rendu compte que, comme dit, ça s'appliquait aussi aux hommes et que c'était beaucoup plus complexe, beaucoup plus pernicieux et que ça infiltrait beaucoup plus de domaines, en fait, des sportifs. Donc, par exemple, l'équivalent de l'aménorrhée chez les hommes, chez les femmes, un des premiers signes chez les hommes, ça va être la perte de l'érection matinale. Ça, c'est un des signes, par exemple, qui est plus ou moins alarmant quand on fait pas mal de sport et qu'on commence à tomber dans la sous-alimentation, mais il y a beaucoup d'autres facteurs. Et donc, on a commencé à parler de Relative Energy Deficiency in Sport. C'est un terme qui a été consacré, il me semble, il y a peut-être une quinzaine d'années. Mais on a mis beaucoup de temps en France à se rendre compte que c'était plus complexe que ça en avait l'air et comme dit et que ça touchait aussi des hommes. Et le fait de parler de triade de la sportive, ça faisait que beaucoup d'hommes en fait qui avaient typiquement les mêmes symptômes, sauf évidemment pas d'aménorrhée, mais qui avaient tous les autres symptômes, ils étaient pas forcément, il n'y avait pas vraiment de conscience qu'il y avait aussi un problème pour eux. Et que en fait ils couraient entre guillemets à leur perte et que ça pouvait mettre des carrières entières sportives en péril. Donc moi c'est quelque chose que j'ai commencé à vivre, on va dire, mais même avant de me mettre au triathlon, même avant de me mettre au sport d'endurance, parce que clairement je m'alimentais pas assez par rapport aux calories que je dépensais. Et évidemment, quand je me suis mise au sport d'endurance au début, forcément, là, je brûlais encore plus de calories sans forcément en manger beaucoup plus. Donc, au début de ma pratique des sports d'endurance, et c'est aussi pour ça que je pense que je me suis blessée énormément en course à pied au tout début, parce que clairement, j'avais juste pas le corps assez robuste entre guillemets pour faire face à ce que je lui demandais. Donc ouais, j'ai été en aménorrhée pendant un paquet d'années. Et c'est un petit peu ce que je te disais tout à l'heure, Roman, c'est que il y a pas mal de clubs, des clubs d'athlètes, etc., où c'est bien vu, en fait. Et des nanas qui n'ont pas leurs règles dans le milieu du sport, et encore malheureusement dans le sport à haut niveau. Et j'en parlais avec une copine à moi qui est triathlète professionnelle britannique, qui a travaillé aussi, elle, dans le milieu du cyclisme professionnel féminin. Il y a beaucoup de sportives, encore aujourd'hui, qui, par exemple, n'ont pas leurs règles. Et les managers sportifs, les médecins, etc., tout le monde trouve ça normal. Et alors que fondamentalement c'est pas normal, c'est un énorme problème. Et au début, ce qu'on voit en général, c'est que sur une courbe de performance, en général, on va très très bien performer au début parce que on perd du poids, donc on est plus léger. Donc pour des sports comme le vélo, la course à pied, etc., ça aide beaucoup. Et en fait, on performe très bien pendant 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et après, en fait, tout se casse la figure. Parce qu'on est blessé de plus en plus souvent, parce qu'on n'arrive pas à récupérer, parce qu'on ne se remet pas de nos blessures. Et en fait, ça, c'est des années, surtout chez les athlètes professionnels, mais c'est des années qui sont hyper importantes, c'est des années formatrices, où en fait, pendant que nous, on stagne, et tous les autres coéquipiers, etc., eux, ils continuent, ceux qui ne sont pas blessés et qui n'ont pas ce type de problème, continuent à progresser. Donc ouais, c'est pour ça que je dis ça. Puis surtout parfois ça arrive juste après l'adolescence, quoi. Donc au moment encore Exactement. Plus fondateur, formateur pour le corps et pas que pour le corps, pour l'esprit aussi, parce que là on parle des conséquences physiques, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de conséquences mentales à ce syndrome. Je pensais exactement à ça aussi, Armano. Exactement. Donc ouais, et le côté les conséquences ou les facteurs mentaux, c'est une des raisons pour lesquelles on parle plus trop de triade de la sportive, parce que c'est, comme dit, c'est multifactoriel, mais l'aspect mental, c'est un aspect qui est extrêmement important. C'est autant d'un point de vue
des mécanismes mentaux qui font qu'on va tomber là-dedans que d'un point de vue des répercussions en fait sur la santé mentale, parce que c'est vraiment, quand on s'investit à ce point dans un sport et qu'on voit qu'en fait ça ne fonctionne pas et que tout ce qu'on fait c'est au détriment de ce qu'on veut en fait, parce que ce qu'on veut c'est progresser, c'est performer, et on a l'impression de tout faire pour, de tout faire bien, dans le sens mince, je m'entraîne beaucoup, je fais hyper attention à mon alimentation, je comprends pas pourquoi moi je suis tout le temps blessée et puis les autres ils mangent des burgers et ils s'entraînent moins et ils y arrivent. Je caricature évidemment, mais donc voilà, donc ça non, mais un petit burger et une petite bière de temps en temps, ça fait pas de mal, hein. J'ai jamais dit le contraire. Exactement. Et pour la petite histoire, en France, c'est extrêmement, en tout cas, ça a tendance à changer maintenant, mais moi, quand je suis sortie de tous ces problèmes-là, c'était il y a quelques années maintenant, et c'était très très difficile en France de trouver des gens qui étaient capables d'en parler et capables d'aider par rapport à ces thématiques-là, parce que c'est pas exactement la même chose que juste une anorexie mentale, ou voilà, il y a vraiment la notion de sport et de performance qui rentre en jeu. Et je pense que la façon dont on l'adresse doit être très très différente. Parce que quand on parle à quelqu'un, alors moi j'étais pas du tout sportif professionnel, hein, mais le sport c'était quand même ma passion. Donc quand on parle à quelqu'un dont le sport est la vraie passion, ou encore pire à quelqu'un qui est sportif professionnel, ça ne fonctionne pas juste de dire « Ah bah ma grande, il faut que tu arrêtes de t'entraîner et que tu manges plus ». Ça fonctionne pas en fait. Il faut être capable d'accompagner les sportifs dans un projet plus global de réatteindre un niveau de performance, de réatteindre le haut niveau, voilà, selon les objectifs de chacun. Et donc en France, c'était... D'où ma question au début de l'épisode, quand tu te présentais et où je te demandais si la bigorexie faisait sens pour toi aussi, un peu à ce moment-là. On en revient un petit peu, alors pas au même facteur, mais en tout cas on reste dans le même champ lexical et dans le même sujet qui peut être aussi bien des facteurs physiques, mais aussi des facteurs mentaux de perception et d'atteinte dans les problèmes. Ouais, exact. Je suis d'accord. Et c'était difficile en France de trouver des gens qui étaient compétents pour accompagner ou pour en parler. C'était pas encore très très connu comme terme ou comme terme. Et donc j'ai eu la chance, du coup étant britannique, j'avais des contacts et j'avais plus de facilité entre guillemets à trouver des gens qui étaient capables de m'aider en Angleterre. Et donc j'ai travaillé avec une diététicienne du sport qui est spécialisée là-dedans en fait, qui accompagne des athlètes qui passent par ce moment un petit peu difficile de leur vie d'athlète. Mais c'était un vrai accompagnement. C'était très très global quoi. C'était on en a parlé pendant des heures et des heures pour essayer de décortiquer la chose, mais c'était accompagné d'examens sanguins, de plein de choses pour vérifier entre guillemets que non seulement là-haut ça allait de mieux en mieux entre guillemets dans la tête, mais aussi que c'était que physiquement ça allait aussi de mieux en mieux, et qu'on pourrait recommencer à s'entraîner correctement et à pouvoir performer, à pouvoir faire ce qu'on aime quoi. Et ça c'était vraiment ça m'a énormément aidé, et c'est grâce à cette personne-là qui s'appelle Renee McGregor, donc qui est comme dit très connue dans le milieu anglo-saxon. C'est elle qui m'a mis en contact avec Marc qui est mon coach aujourd'hui, parce qu'elle m'a dit maintenant physiquement t'es remise, tu as de nouveau récupéré ton cycle menstruel, tous les voyants sont au vert, vraiment même ça se voit que t'es dans un mindset qui va te permettre de réussir, mais il faudra toujours que tu sois vigilante au fait de pas en faire trop par rapport à ce dont ton corps est capable. Et donc elle m'a mis en contact avec un coach avec qui ça a tout de suite marché, mais c'est quelque chose auquel je suis encore vigilante aujourd'hui. Je sais qu'il faut que je fasse attention, parce qu'on peut tomber là-dedans en se voilant la face, en se disant que tout est ok, tout est sous contrôle. Donc je m'entoure de gens qui ont ça en tête et qui me laisseront pas faire n'importe quoi. Bien que je pense sincèrement pouvoir dire qu'aujourd'hui je ferai moins n'importe quoi qu'à l'époque. Mais je me suis mis quelques petits garde-fous parce qu'on sait jamais. T'as gagné en maturité. Romain, tu voulais réagir peut-être ? Je trouve ça hyper intéressant tout cet aspect diététique, puis surtout le mental en fait, tout est lié, l'aspect mental et physique. On en parle de plus en plus maintenant, mais c'est vrai qu'il y a encore trop peu d'informations qui circulent, ou en tout cas ceux qui sont curieux vont aller chercher les informations, mais voilà, c'est pas forcément naturel pour tous les sportifs aussi quoi, donc c'est vachement bien d'en parler comme ça. Ouais. Et le côté mental aussi, je pense que
en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, et je sais pas, si j'arrive à aider même juste une seule personne qui nous écoute, c'est déjà génial. Moi, ce qui m'avait beaucoup aidé, c'était mentalement de me dire, en fait, là, je suis en train de me mettre, et là, je parle au passé dans le sens où quand je passais par cette période-là de Red-S qui était un petit peu désagréable, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire, en fait, là, je suis toute seule en train de m'empêcher de faire ce que j'ai envie de faire et de m'empêcher de faire ce que j'aime. Et il y a certains voyants qui doivent être ouverts pour que je puisse faire ce que j'aime. Et donc de se dire qu'en fait, je fais pas tout ça en vain. Je suis pas en train de passer par une période un petit peu difficile de devoir prendre du poids, de devoir réavoir un cycle menstruel normal alors qu'on l'avait peut-être inconsciemment ou consciemment, je sais pas, mais on l'avait associé à, ça veut dire que je suis hyper fit, en fait. Si j'ai pas mes règles, c'est que je suis hyper sportive. De pouvoir se dire, en fait, je peux avoir mes règles et quand même être catégorisée comme étant quelqu'un de très sportive. Donc c'était tout un travail de déconstruction, mais en gardant comme ligne de mire le fait de, en fait, je suis en train de faire ça pour moi et c'est la plus belle preuve d'amour que je puisse me donner, c'est de prendre soin de moi pour que je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Et à chaque moment où c'était un petit peu émotionnellement plus difficile, on va dire, et où clairement j'avais pas envie de prendre du poids parce que y a des moments où on a envie et il y a des moments où on retombe dans ses anciens travers, à chaque fois je me rappelais que en fait là je le fais pour moi et je le fais parce que il y a quelque chose que j'ai envie de faire, que j'aime, et il faut que je puisse être en forme pour pouvoir continuer à faire ce que j'aime. Mais il y en a plein, c'est intéressant parce que tu vois, quand tu parlais de ces sportifs qui sont mal entourés parce que justement les coachs, enfin tout le staff en fait encourage le fait de ne pas avoir les règles. Je pense qu'elles sont dans le déni, tu vois, c'est personnel et elles ont peut-être pas encore découvert ça, que c'est pour elles qu'elles le font. Enfin, je pense qu'il y a cette phase, il peut y avoir cette phase-là de déni et puis après il y a la phase de conscientisation, quoi, et du passage à l'action après. Ouais, c'est comme le deuil, hein. Il y a plusieurs phases. Tu parlais des garde-fous que tu as mis en place pour justement t'éviter d'en faire trop. Pour conclure un peu sur tout ça, tous ces sujets qu'on a pu aborder, justement, aller chercher quelques tips. C'est quoi tes garde-fous ? Comment tu as une petite alarme, une petite alerte qui te dit là le voyant il est en train de virer au orange et il va vers le rouge, donc lève un peu le pied. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Comme dit, en premier plan, c'est vraiment tant que j'ai... Le premier truc dont j'essaie de m'assurer, c'est un cycle menstruel régulier. Évidemment, ça arrive à tout le monde parce que pour cause de stress, de maladie, de peu importe, de louper, ou d'avoir un retard de règles ou des règles en avance d'1 semaine, parfois 2, c'est pas catastrophique, hein. Mais tant que les règles sont toujours là, ça c'est juste là, c'est le socle, c'est la base. Si ça c'est pas en place, on n'avance même pas à l'étape d'après. L'étape d'après, c'est se renseigner sur l'alimentation, c'est essayer d'en parler avec des gens. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de prendre une diététicienne ou quoi que ce soit, mais essayer d'être curieux, d'apprendre, de faire au mieux, parce que c'est pas toujours facile de tout maîtriser, mais de faire son mieux dans tous les domaines. S'entourer des bonnes personnes, donc pour moi ça passe par s'entourer un coach qui est très vigilant par rapport à ça, qui lui-même va me dire là, la charge d'entraînement, ça me paraît un tout petit peu trop, je vois que tu as du mal à récupérer des derniers blocs d'entraînement qu'on a fait parce que, je sais pas, il y avait des intensités à faire et pendant 1 semaine, en fait, j'étais totalement à côté de mes pompes pendant les séances d'intensité. Et donc vraiment avoir un coach qui est capable d'identifier ça. Alors, maintenant, je suis capable de l'identifier aussi parce qu'en fait, avec l'expérience, on se rend bien compte que là, ça fait 1 semaine ou 2 semaines ou 3 semaines, j'en sais rien, que tout m'est fractionné. Soit je suis 20 BPM au-dessus de là où je devrais normalement être au niveau de la fréquence cardiaque, ou alors en fait j'arrive pas à atteindre les allures que normalement, ou les puissances à vélo ou quoi, que j'arrive à atteindre avec assez de facilité habituellement. Et là c'est même moi qui vais appeler mon coach et qui vais lui dire écoute, je pense qu'il faut qu'on appuie sur le frein un tout petit peu, on se fait une petite semaine tranquille. Voilà. Après, au niveau de la programmation, en général, histoire de... Alors, c'est pas forcément un garde-fou, mais histoire de pas trop faire n'importe quoi. Ce qu'on essaye de faire avec mon coach, c'est qu'on travaille sur des blocs de 3 semaines, 1 semaine. Donc, en général, ça va être 3 semaines
de vrais blocs d'entraînement avec pas mal de travail spécifique. Enfin, plus on s'approche d'une course, plus le travail est spécifique. Donc spécifique au niveau des allures, au niveau des intensités, au niveau du profil de route, par exemple, quand on fait des sorties vélo à l'extérieur. Et une semaine où c'est un petit peu plus cool. Alors, moi, personnellement, je m'entraîne tous les jours. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir un jour ou deux où il ou elle ne s'entraîne pas. Après, chacun fait comme bon lui semble. Ça fait aussi un bout de temps maintenant que je m'entraîne avec ce type de volume-là et j'arrive à le supporter. Mais j'ai quand même une semaine un petit peu de décharge où il y aura un jour, voire 2 jours off dans la semaine et le reste du temps, il y a presque zéro intensité. Le volume est réduit de peut-être 50% ou 40% pour pouvoir laisser le corps récupérer. Et ça, on y est très très vigilant. Que ce soit juste moi de toute façon et mon coach aussi est très vigilant par rapport à ça. Et ensuite, en termes d'autres garde-fous, je pense que le premier garde-fou, c'est les propres connaissances qu'on est capable d'emmagasiner. Enfin, plus on est curieux, plus on comprend ce qu'on est en train de faire, on comprend l'impact, que ce soit un impact positif ou négatif, d'une séance d'entraînement, d'un type d'alimentation, d'un tel type de pratique de récupération ou le sommeil. On crée ses propres garde-fous tout seul en fait en emmagasinant des connaissances. Et le sommeil, c'est un facteur hyper important. Enfin, moi, j'y suis. Je rends mon copain chèvre parce que je veux être au lit à 22h, parce que j'ai un capteur de récupération qui me dit qu'il faudrait que je me lève à telle heure pour avoir bien récupéré, etc. Et je pense qu'on néglige beaucoup le sommeil et une alimentation saine au niveau de sa récupération. Il y a beaucoup de gens qui vont payer plein d'argent pour avoir le vélo le plus rapide, mais après ils dorment 5 heures par nuit. Voilà. Super intéressant. Romane, tu voulais réagir, reposer une question ? Mais moi j'ai une question qui me vient en fait, on n'a pas trop parlé, mais ça peut peut-être rallonger encore un peu l'interview. Vas-y, rallonge. Justement dans tous ces facteurs, donc on en a parlé au début, mais toi tu as un travail à côté. Et comment justement, alors je sais pas, tu vois, au quotidien comment tu le vis, mais si c'est un travail qui peut être stressant parfois, comment ce stress-là de la vie pro a un impact sur les entraînements, les compétitions, au même titre que, tu vois, on parlait de s'adapter pour le cycle. Comment est-ce que tu le vis, toi, ou est-ce peut-être que tu l'as pas vécu, mais... J'ai un métier qui peut être stressant. Alors, il n'est pas stressant tout le temps, mais j'ai un métier qui, en fin de trimestre ou en fin d'année fiscale, comme dans beaucoup de boîtes dans le secteur de la tech, peut être un petit peu plus stressant qu'à d'autres moments de l'année. Je pense que... Alors déjà, il y a 2 choses. Il y a d'une part l'organisation, parce que quand on a un métier à temps plein, où on compte pas spécialement ses heures et qu'on s'entraîne 20 heures par semaine, il faut arriver à caser 20 heures d'entraînement par semaine autour de son métier et de la vie. Et encore, 20 heures d'entraînement, c'est 20 heures effectifs en général. Donc tu comptes le temps pour aller à la piscine, pour aller dans les vestiaires, Exactement. Pour te changer, les allers-retours, le machin, donc tu es plus sur 25 de temps consacré. Au moins. Après, je m'entraîne pas toujours 20 heures par semaine, mais bon, c'est clair que plus on se rapproche d'un Ironman et plus les semaines sont longues. Je m'entraîne donc personnellement, et encore, c'est chacun trouve la méthode qui lui convient. Mais moi, personnellement, ce qui me convient, c'est de m'entraîner tous les jours, 2 fois par jour. Je sais que ça paraît énorme, mais il faut mettre il faut double-cliquer un peu dessus pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas 2 séances d'intensité par jour. Je vais avoir en général 2 séances d'intensité par discipline par semaine, 1 à 2. Mais j'ai aussi beaucoup de juste du volume en fait, parce que quand on fait du triathlon longue distance, on est obligé de se taper un beau volume. Et donc ce qui fonctionne pour moi en général, c'est un entraînement le matin et un entraînement en général le soir après le travail. En sachant que le matin, en général, c'est piscine. Piscine ou course à pied ou muscu, enfin renforcement musculaire, quoi. Parce que je préfère nager le matin. Et après, il y aura une autre séance qui sera vélo, course à pied. En général, le soir. Si c'est une petite course à pied, parfois, je m'octroie le luxe de la faire entre midi et 2. Et comme ça, à partir de 14h, je sais que j'ai fait tous mes entraînements. Et c'est génial. J'ai ma soirée tranquille chez moi devant Netflix. Mais c'est rare quand même. En général, ça sera le matin plutôt que le soir. Et le matin, surtout parce que ce qui est fait n'est plus à faire. Et que j'ai un métier où les journées, parfois, tu penses qu'elle va se passer d'une telle manière et en fait, pas du tout. Et tu pensais finir à 18h et en fait, il est 20h. Et que clairement, faire 1h30 de home trainer en commençant à 20h30, flemme.
Si tu veux avoir Et puis surtout pour aller se coucher à 22h, c'est compliqué. À un moment, il faut manger, puis il faut vivre quand même. Donc en général, j'essaye de caler mes séances clés vraiment dans la semaine où voilà, je sais que c'est des séances qui sont importantes. Si j'ai la possibilité de le faire, je les fais le matin avant que ma journée de travail commence, parce que comme ça, c'est fait. Voilà. Après, chacun trouve des façons différentes de s'organiser d'un point de vue emploi du temps. Et voilà. Et d'un point de vue comment gérer le stress du travail et l'impact qu'a le travail sur ma vie sportive et vice-versa, parce que le stress d'une compétition, etc., ça peut avoir un gros impact au travail. Tu vois, la semaine avant un marathon, la semaine avant un Ironman ou quoi, je suis peut-être un tout petit peu plus tendue qu'à l'habitude. Ou alors je suis peut-être très fatiguée après un Ironman, sauf que en fait, moi, il faut que je retourne au boulot le lundi matin, quoi. Comment je gère? Je sais pas vraiment, mais je pense que j'ai une sorte de faculté à mettre des choses dans des petites boîtes dans ma tête. Et le stress que j'ai pu avoir au travail, alors soit il va nourrir une sorte de flamme pendant l'entraînement, et je vais m'en servir pour des séances d'intensité. Mais sinon, non, en général, quand je quitte le bureau ou quand j'éteins mon ordi, j'essaye tant bien que mal de me dire que le travail, c'est bon, c'est terminé. Maintenant, c'est full focus sur le sport, enfin sur l'entraînement que j'ai à faire là maintenant. Et une fois que l'entraînement est terminé, c'est pareil, c'est full focus sur soit de nouveau le travail, si je reprends le travail, ou focus à fond sur autre chose. Ça peut être un moment avec mon copain le soir, ça peut être aller regarder un film, un truc, mais j'essaye vraiment, afin de pouvoir donner un maximum d'énergie mentale à ce que je fais, je me donne à fond, mais une fois que c'est terminé, je passe à autre chose. J'essaye. Après, ça fonctionne pas toujours, si je suis honnête. Ça, c'est la théorie. Après, la pratique, les lignes sont un tout petit peu plus floues. Mais vraiment, c'est ce que j'essaye de faire. Et pareil, j'essaye de pas ruminer, de pas réfléchir à ce qui s'est passé au travail quand je suis sur le vélo ou quoi, mais voilà. Je sais pas si ça j'ai pas de tips en particulier, en fait. C'est vraiment, j'essaye juste de compartimentaliser les choses. Je sais pas si ça se dit en français, mais bref, de mettre des choses dans les boîtes, quoi, de fermer la boîte, et je la réouvre que quand c'est le moment d'ouvrir la boîte. Waouh. Ça paraît hyper bateau dit comme ça. Ouais, mais en même temps, tout le monde n'a pas cette faculté-là, donc. Non, justement, moi je suis épaté. C'est pas toujours, j'y arrive pas toujours. Hein. Comme dit, ça c'est la théorie. Hein. En pratique, la boîte parfois elle reste un peu ouverte, hein, mais. Ou parfois je mets une boîte dans une autre, mais j'essaye vraiment parce que je me dis. Et ça, d'ailleurs, je pense, je fais juste un petit pas de côté, un truc que j'ai appris quand je faisais plutôt de la muscu, c'est que ton mouvement ou ton entraînement sera beaucoup plus efficace si tu es vraiment focus d'un point de vue mental sur ce que tu fais. Si tu réfléchis vraiment à ce que tu fais, ce sera plus efficace que si tu fais ton mouvement sans vraiment y réfléchir. Et donc, j'essaye d'appliquer la même chose à ma pratique sportive aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je suis en train de nager, je suis entièrement focus sur ce que je suis en train de faire, sur le mouvement dans l'eau, sur mon appui, etc. Je suis pas en train de faire ma liste de courses dans ma tête. Et de temps en temps, c'est inévitable qu'on commence à réfléchir à d'autres trucs. Et j'essaie de me ramener un peu à l'instant présent. Et je me répète ici, maintenant. Ici, maintenant. Et je me concentre vraiment sur ce que je suis en train de faire. Et en course à pied, c'est pareil. Alors bon, forcément sur les footings, tu sais, parfois t'as ton esprit qui divague un peu, mais je te parle plutôt des séances vraiment clés, des séances d'intensité ou des séances spécifiques. Ouais, j'essaie de me concentrer à fond sur ce que je fais parce que je me dis que plus je suis concentrée, mieux ça marchera. Alors je suis pas persuadée que ce soit vrai du tout, mais au moins en me concentrant à fond sur mes sensations pendant que je suis en train de faire mon fractionné à pied ou que sais-je, ça me laisse pas la place ou le temps ou l'énergie mentale pour me penser au travail, en fait. Donc voilà, je fais comme ça. Moi, je suis persuadé que ça marche. Et pour preuve, on dit souvent qu'il faut savoir lâcher prise quand on a un rapport avec un +1 ou une +1. Donc voilà, je suis persuadé que dans le sport et dans le travail et dans la vie, ça marche pareil. Quand tu passes du temps avec tes enfants, passe du temps avec tes enfants. Sois pas en train de faire la liste de courses ou de penser au boulot ou de penser au sport. Quand tu fais du sport, fais du sport et pense pas aux soucis que tu as au boulot. Et même souvent, ça te permet de te vider la tête et de revenir mieux, plus focus après quand tu reprends une activité pro, famille ou autre. Ouais, exact. Donc voilà, faut mettre des choses dans les petites boîtes, une boîte à la fois.
T'as vu, Roman, je t'avais dit, même sans préparer l'épisode, on allait aller loin aujourd'hui. Ouais, là, ça fait un petit peu de temps. Là. Esté, j'ai une dernière question. Le podcast s'appelant Devenir triathlète. À ton avis, toi qui es une presque néo-triathlète, comment on fait pour devenir triathlète ? Vaste question. Alors, je pense que je vais répondre à la question dans le sens... Parce que devenir triathlète, en réalité, il faut juste faire les 3 disciplines, idéalement dans le bon ordre, quoique dans la Super League, ils font ça n'importe comment, mais voilà, il faut juste faire les 3 disciplines dans l'ordre pour s'auto-qualifier de triathlète. Mais si on voit ça un petit peu plus... de façon un peu plus profonde... je pense qu'il y a 2 choses que je dirais. Déjà, il faut oublier la notion de motivation. Ça, c'est le premier truc. Mais ça vaut dans le triathlon comme dans d'autres sports. Ça vaut dans tout. Il faut arrêter de se dire qu'on le fera quand on est motivé ou de se dire que les gens qui réussissent... Enfin, se demander comment font les gens qui réussissent pour ne jamais perdre la motivation. En fait, c'est pas une question de motivation. Fondamentalement, c'est vraiment... Il faut juste y aller sans se laisser l'opportunité de ne pas le faire. C'est-à-dire, tu te lèves tous les matins et tu vas travailler. Tu te poses pas la question de « est-ce que je vais aller travailler aujourd'hui ou pas ?» Tu te brosses les dents le matin ou le soir ou le midi, peu importe. Tu te poses pas la question de ou les 3 fois, c'est même mieux. Voilà. Non mais je veux dire, tu te lèves pas le matin en te disant est-ce que peut-être ce matin je me brosserai pas les dents. Genre non, en fait, tu le fais, point. C'est pas une question de je suis motivée ou j'ai envie. C'est une question de savoir quel est ton objectif à long terme et donc de savoir qu'afin d'atteindre cet objectif à long terme, il faut que tu le fasses et tu te laisses pas l'opportunité de pas le faire. Alors évidemment, je suis pas en train de parler de scénarios un peu différents, type on est malade ou voilà, il y a un impératif familial ou quoi que ce soit. Évidemment, là, il faut savoir être flexible. Mais si tous les voyants sont au vert et que tout est aligné pour qu'on puisse faire sa séance, on l'a fait, point. On se pose pas la question de est-ce que je vais la faire ou pas. Enfin, c'est quoi ça? Donc, je pense que c'est la première chose que je dirais. Et ensuite, la deuxième, c'est d'être bien entouré. Et on a beaucoup parlé des coachs, etc. Pas seulement des coachs de façon plus importante. Entourez-vous de gens qui vous soutiennent dans ce que vous faites, qu'ils le comprennent ou pas. Ça, c'est encore autre chose. Mais de gens qui vous soutiennent. Trouvez un groupe pour aller faire du running. Trouvez un groupe pour aller rouler. Trouvez des gens qui vont vous faire aimer votre pratique et des gens qui vous soutiennent, que ce soit les amis, la famille, peu importe. Mais il y a plein de gens qui sont passionnés, là, il faut juste aller les trouver et aller rouler, courir, nager avec eux et ça va très bien se passer. Et pas hésiter à parler avec les gens. Exactement. Et je le dis aussi pour certaines et certains, moi souvent quand je vais courir, j'en profite, si je croise quelqu'un, je pète la discute. Je sens que parfois les femmes sont un peu plus sur la retenue. Alors j'essaie d'être gentil, mais donc n'ayez pas peur. Si un homme vient juste vous dire bonjour et puis vous demander ce qu'il y a au programme aujourd'hui, n'ayez pas peur. Exact. Et moi j'ai fait vraiment parmi certaines de mes plus belles rencontres dans la vie, c'est des gens que j'ai rencontrés par le biais du sport. Donc voilà. La boucle est bouclée. Roman, tu avais une dernière question pour rester ou on clôture là aujourd'hui? Là. Je pense que sinon on pourrait parler encore 3 heures de toute façon, mais là on a abordé quand même pas mal de sujets hyper intéressants et t'es vraiment rentré dans les détails de tes connaissances et de ton expérience personnelle, donc franchement c'est top. Merci beaucoup, c'était génial, merci beaucoup à vous. Avec plaisir. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve, où est-ce qu'on te suit, où est-ce qu'on t'encourage? Alors vous pouvez venir me voir si quelqu'un fait l'Ironman de Lanzarote en mai. Je serai sur l'Ironman de Lanzarote, quoique si cet épisode sort après, voilà, on pourra débriefer au moins après. Ouais, ça risque de sortir après, mais. Ouais. Alors, et sinon, je suis un peu old school, moi, donc TikTok, tout ça, je connais pas trop. En revanche, je suis sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram. J'adore partager un peu mes expériences, etc., et discuter avec les gens. Donc, je suis sur Instagram et c'est Esté, donc E-S-T et 2 fois la lettre E. Ensuite, le tiré du 8 et Chiara, C-H-I-A-R-A. Mais tu mettras ça en description du podcast, n'est-ce pas, Hermano? Je mettrai ça dans les notes de l'épisode, évidemment. Voilà, et pour toi, Roman, alors je vais pas demander où est-ce qu'on te retrouve, mais plutôt où est-ce qu'on t'écoute, puisque tu es productrice de podcast aussi. Le plus simple, je pense, Instagram aussi, parce que comme ça, quand tu cliques dans le lien dans la bio, tu as accès à toutes les plateformes d'écoute. Mais le nom du podcast, pour répéter, donc c'est Double Casquette. Et sur Instagram, c'est doublecasquette.podcast. Voilà, tout simplement. Et encore merci, Hermano, de m'avoir donné cette opportunité. J'ai vraiment aimé ce format à 3. Je trouve qu'on s'en est bien sorti.
Et ouais, c'était chouette. Ouais, c'est pas trop mal. Hein. On s'est pas trop marché sur les pieds. Et puis, non, mais c'est sympa. En plus, c'est l'occasion de rentrer sur des sujets parfois un petit peu plus techniques. Et puis, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, au-delà de l'aspect technique et de toutes les connaissances que tu pouvais avoir, Esté, bon, l'interaction aussi entre nous, mais aussi le fait que tu aies bien insisté sur le fait que finalement, tout le monde peut faire du triathlon. C'est pas réservé aux élites. Et ça vaut pas que pour le triathlon. On parle de triathlon ici, mais ça vaut aussi pour tous les sports. Même si on se sent pas être un professionnel, faut pas hésiter à y aller, à essayer, à commencer, à s'entourer, à aller voir un coach, à aller voir un club, et puis après à progresser. Et puis souvent, on a des belles surprises. Ouais, on peut commencer en étant archi banal, voire archi nul, et en fait, à force si on a un plan et à force de persévérance, et tant qu'on aime ce qu'on fait, en général, les résultats ils sont au rendez-vous. Et moi, j'y croyais pas du tout, donc. Comme quoi. Super. Merci beaucoup les filles. Bonne journée, bonne continuation. Et puis à très bientôt, peut-être sur une course ou dans d'autres podcasts. Effectivement. Merci à vous deux. Avec plaisir. Ciao. Merci. C'était Devenir triathlète X OpenTri. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'enregistrer. Alors si ça vous a plu, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn et Facebook. On se rejoint maintenant sur devenirtriathlète.com. Vous allez retrouver l'ensemble des épisodes, mais aussi des outils, des ressources et des conseils gratuits pour débuter, progresser ou performer en triathlon. On ajoute toutes les semaines de nouvelles ressources. Si vous avez une idée d'invité, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. Et si vous voulez être accompagné sur vos prochains objectifs sportifs, connectez-vous sur opentri.fr et on se fera un plaisir de vous aider. Alors, n'hésitez pas, on se retrouve tout de suite sur devenirtriathlète.com et opentri.fr. Salut les sportifs!